Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée au 8e et dernier épisode de The Mandalorian. Je suis Céline et je suis accompagnée ce soir de Malgus. Bonjour Malgus. Salut Céline, salut à tous nos auditeurs et auditrices. De Tom. Bonsoir Tom. Bon, en attendant, je vais vous introduire Francis. Bonjour Francis. Bonjour Céline, bonjour tout le monde, et je tiens à mentionner que je suis très heureux d'enregistrer avec toi pour la première fois, Céline. C'est la première fois qu'on enregistre ensemble? Ben, je pense bien. En tout cas, j'ai cherché dans ma mémoire, peut-être défaillante par contre, là, mais j'avais enregistré avec quelques membres de l'équipe française, mais je crois qu'avec toi, c'est la première fois. Moi aussi, c'est mon premier enregistrement avec nos amis les Français, alors même chose pour moi. C'est vrai qu'on a rarement fait une émission aussi bien partagée France-Canada. Mm-hmm. On a également Sylvain. Bonsoir Sylvain. Salut. Effectivement, c'est vrai que c'est la première fois avec Francis et Malgus. En plus, c'est vrai, là, on est vraiment à égalité Canada-France, parce que comme Tom, étant un vrai boulet de l'informatique, ça fait 2 partout, la balle au centre. Par contre, un petit point, je tiens à m'excuser, il y aura peut-être du bruit, et je devrais peut-être me mettre en mute à un moment ou un autre. Il y a un technicien qui est chez moi pour réparer ma chaudière. Tu veux dire un Jawa, Sylvain? Ouais, à peu près ça. Donc on va passer au WhatsApp en attendant que Tom nous rejoigne. Vas-y Francis. Oui, WhatsApp, écoute, de mon côté, c'est tranquille côté littérature, étonnamment pour moi, mais je me suis tapé 2 fois l'épisode 9 au cinéma. Plusieurs personnes mentionnaient que au deuxième visionnement, l'expérience devenait plus agréable. Donc, je partage seulement en partie ce point de vue-là. Mais bref, on va avoir une émission consacrée à l'épisode 9, fait que je m'étalerai pas là-dessus. Sinon, beaucoup de travail sur une petite nouveauté Star Wars en direct là, pour le mois de janvier, pour les semaines qui s'en viennent. Donc, mais pour l'instant, j'en dis pas plus, donc je fais la gasse, là, mais ça s'en vient. D'ici 2 semaines, je crois 3 semaines maintenant, là, on va avoir une petite nouveauté pour vous. On a hâte. Et Malgus? Eh bien, moi, côté nouveauté, je continue. En fait, j'ai terminé pas mal ce qu'on avait parlé, Francis et moi, lors de dernières émissions concernant les comics de Marvel. J'ai été écouter, évidemment, 2 fois à date l'épisode 9 au cinéma. Et puis, là, je profite du temps de congé que j'ai du travail. Et puis, je suis en réorganisation de ma salle, de ma man cave, finalement, de ma salle où il y a toutes mes figurines de collection. Et puis, donc c'est ça, il y a des pièces que j'avais pas sorties depuis plusieurs années que j'avais achetées, puis que là, j'ai tout réorganisé, puis je suis en train de triper comme un enfant, vu que c'est ça, c'est Star Wars. On est dans l'ère Star Wars. Puis en fait, c'est ça, je suis très content de me joindre à vous, mes amis français, en cette émission de dernier épisode des Mandaloriens. C'est ça, je suis content d'être avec vous. Et puis, quel épisode? Nous allons nous en parler aujourd'hui. Pour le WhatsApp, et voilà. Pas grand-chose depuis la sortie de Rise of Skywalker. Je l'ai vu 2 fois. J'aime toujours autant, malgré ses défauts. Pas grand chose. Il y a eu Noël, j'ai pas eu de choses de Star Wars cette année. Donc pas grand chose. C'est ultra méga calme en cette fin d'année. Eh ben moi pour ma part je me suis remis à l'épisode 9 bien sûr. Je me suis remis à Clone Wars. J'en ai profité pour écouter l'émission sur Mortis.
c'était un arc qui m'avait pas passionné. Et ben maintenant, je pense que je vais le re-regarder en fait cet arc-là. Je vous conseille vivement cette émission. Pour moi, c'est tout simplement une des émissions de SWD les plus passionnantes qui existent pour le moment, parce que c'est une émission vraiment de fond. Mm-hmm. Je partage complètement ton avis, Céline. Moi aussi, à l'époque, c'était un arc sur lequel j'étais passé rapidement sans intérêt. Mais effectivement, Loïc, Faye et c'est qui? C'est David aussi qui était sur l'émission. Oui, David et Faye. Vraiment fait un excellent travail. Ouais, j'ai écouté aussi, je partage votre avis. Et j'ai pas encore, je m'excuse, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter, tous les épisodes qu'on a fait en retard de toute l'équipe là. Je cours partout avec le boulot, j'y vais en bagnole, donc j'ai pas encore le temps d'écouter, mais je vais m'y remettre bientôt. Je rattraperai mon tard en début d'année. Ah bah, il va falloir que tu t'achètes une petite enceinte Bluetooth sinon. Bah oui, mais je prévois de changer de bagnole où il y aura le Bluetooth, où donc je pourrais lancer le truc, mais pour le moment, j'ai encore l'ancienne où il y a pas de Bluetooth et voilà. Un petit rappel sur la politique spoiler. Tout ce qui est disponible par des canaux officiels est considéré comme non spoiler. Comme on en est dans la série, le contenu de l'épisode précédent, enfin des épisodes précédents, sont considérés comme non spoiler. Et pour l'épisode courant, donc ici le dernier intitulé Rédemption, on va faire une partie sans spoiler et une autre partie avec l'épisode en entier. On enregistre vraiment juste après la sortie de The Rise of Skywalker, donc on mentionnera rien à propos du film, ce sera pour un autre podcast. Dans les émissions récentes, SWD Express sur la sortie de The Rise of Skywalker, c'est une émission en sortie de salle. Un petit rappel, pour rejoindre notre communauté, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. Et puis, pour montrer vos couleurs, vous pouvez acheter des t-shirts SWD sur la boutique officielle starwars.direct/boutique. Je vous propose qu'on passe tout de suite sur Disperspace avant que je perde mes moyens. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est Malgus. Inimitable. Après avoir abattu Quill et récupéré l'enfant, les deux speederbikes font route vers la ville, si vous vous rappelez bien de l'épisode précédent. Ils se placent en attente, mais finalement, IG-11 les trouve et sauve l'enfant. Voilà, ça c'est ce qu'il y a avant le générique. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette première petite partie? Je vais me lancer. Des commentaires sans spoilers, ouais. fond, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on n'est pas encore dans la partie spoiler. Bah, je trouve c'est assez bizarre en fait, parce que on est censé avoir peur quand même des Stormtroopers, des Speederbikes, de toute l'armée impériale. Et en fait, on voit qu'on est devant une scène quand même humoristique. On se paye la tête des deux Speederbikes la scène est très bien faite. Les effets spéciaux sont géniaux. L'intervention d'IG est excellente. Même bébé Yoda est trop marrant dans cette. Mais voilà, moi j'ai un problème avec en fait tout l'humour de la scène où on se paye la tête des deux troopers alors que on est censé avoir peur de ces mecs-là. Et ça me gêne un peu. L'impression qu'on est dans un mode où tous les troopers, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter, c'est des trous de balles. Et c'est ça qui me fait bizarre en fait dans cette intro d'épisode. Alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'ils passent pour des pignoufs, hein, clairement. Après, moi je trouve que ça joue habilement sur le fait que tout le monde dit ils savent pas viser correctement.
c'est drôle, finalement, voilà, ils regardent leur flingue. Bon. Moi, j'étais choquée par la violence envers l'enfant. Je trouve que c'était assez énorme. J'étais certain que t'allais parler de ça, Céline. C'est vrai. Suis-je la seule à avoir été choquée? Ouais, j'écoutais l'émission, là, puis je me disais, Céline va parler de ça. Non, je pense que t'es pas la seule, là, dans le chat. On voit que t'es pas la seule. Et j'ai bien aimé aussi comment mais il est en train d'abattre ses troupes. Enfin, je trouve que il y a vraiment un humour assez énorme, même dans les dialogues aussi. Moi, de mon côté, justement, je vais faire attention là, au niveau des spoilers. Je mentionnerais, comme tu disais, l'intro qui était très amusante. En tout cas, je sais qu'il y en a qui ont moins aimé le ton. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à du Tarantino un peu, là, des discussions inutiles, mais justement qui nous fait plus intra-univers un peu. Le petit côté, sont incapables de pogner un déchet là, qui traînait avec le blaster, j'ai bien aimé ça aussi. Tu sais, au début, quand le premier y arrive pas... mais ça, on va peut-être en parler plus en partie spoilers là, pour la première section. Bref, personnellement, je suis globalement très satisfait de cet épisode-là. Je pense que tu peux y aller. Je pense que c'est une Francis. bonne conclusion. On va pas revenir sur cette scène. Hein. Non, ok, ben c'est ça. Comme je disais, c'est le côté. Tu penses que c'est juste le premier qui est juste mauvais, puis le deuxième va l'avoir du premier coup, mais non. Ah non, finalement, ils sont tous mauvais. Ou en tout cas, vraiment leur équipement est mauvais aussi. Là. Je sais pas à quel point c'est pas précis, mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Cette petite scène-là qui était justement longue, étonnamment longue pour... tu sais, on est dans un style complètement inverse de celui de J.J. Abrams, là, qu'il faut quasiment avoir pris de la coke pour tout suivre. Là, vraiment, moi, ça me faisait penser à du Pulp Fiction plus. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et, bon, ben, si on parle de cette section-là tout de suite... est-ce qu'on parle de l'intervention d'IG-11 ou... Vas-y. Parce que c'est ça, on tombe dans les spoilers à ce moment-là. Est-ce qu'on se lance dans les spoilers tout de suite? Ou il y a enchaînons sur la fin de la scène. Ben, dans le fond, c'est sur l'intervention d'IG-11 à la fin de cette scène-là qui est juste hallucinante. Moi, je l'ai mentionné sur plusieurs émissions du Mando jusqu'à maintenant. J'aimais beaucoup l'aspect mécanique d'IG-11. Donc, on n'était pas du tout dans un truc animé à la The Clone Wars. On est vraiment devant une machine très très raide et très rude. Et son intervention là, avec les deux troopers, c'était juste trop bon. Une violence vraiment rude que j'ai beaucoup appréciée et qui reste quand même amusante. Ça reste très drôle. Donc c'est ça sur cette section-là. C'est vrai que ça a été mentionné lors du podcast sur le tout premier épisode où IG-11 apparaissait pour la première fois. Les mouvements d'IG-11 sont hyper inventifs. Les modèles IG, c'est quand même mythique depuis l'Empire contre-attaque. En fait, là, on voit enfin comment ça fonctionne. Ouais, ben on l'avait vu, c'est ça dans The Clone Wars, mais comme je disais, c'était une animation très très rythmée, très rapide. On avait c'était pas IG-11 évidemment, là, pis c'était pas IG-88 non plus, mais il me semblait en tout cas beaucoup plus agile, beaucoup plus... Là, il est rapide, mais ça reste très très mécanique, donc moi j'adore ça, le fait que ses possibilités de mouvement sont limitées, mais ce qu'il fait avec, là, quand il tord le bras du trooper, ou après quand il se sert du trooper, il frappe le trooper sur le speeder bike, là, c'était juste incroyable. Sinon, il y a Malgus qu'on n'a pas entendu sur sa critique sans spoilers ou le début de l'émission. Ouais, ben écoute, moi ce que je pourrais dire, en fait, un peu contredire un peu ce que vous avez, surtout ce que Sylvain a dit au début, puis un peu toi, Francis. Je suis plus du bord de Céline. Écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé le fun qu'il puisse amener l'aspect comique, donc de se moquer, comme Sylvain mentionnait, carrément des troopers. Puis en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Le fait que la façon qu'il tapait les enfants, ça je trouve ça démontre un peu l'aspect tu sais, soldat qui
ça paraît qu'il est en prise sous une dictature, que là maintenant la dictature évidemment est tombée, mais je veux dire, le soldat reste, qui fait quand même un peu ce qu'il veut dans le concept des ordres qu'on lui a donnés. Fait que ça, des fois, ça peut être dérangeant, surtout évidemment là avec un enfant, puis on dirait que il semble pas faire la différence que ça soit un enfant ou autre créature. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, mais puis en tout cas, sans vouloir défendre des shooters, tu le vois, moi c'est en tout cas, parce que tu sais, ça c'est l'aspect, moi j'ai tout le temps trouvé ça drôle que on est venu à se moquer des Stormtroopers. Parce que dans la scène New Hope, une des premières scènes, quand ils rentrent dans le Tantive 4, pas mal tous les rebelles se font massacrer. T'sais, moi, j'ai tout le temps excusé le fait que il faut quand même un scénario, fait qu'il faut qu'à un moment donné que le déroulement se passe, mais tu sais, je veux dire, tout le monde a sa façon d'éviter et tirer à côté de son adversaire. Mais il y a aussi, tu le vois, il shake il shake un peu son blaster en voulant dire, tu sais, peut-être que le canon est mal aligné, mais moi j'ai trouvé ça comique. J'ai trouvé ça comique que... Moi, je t'imaginais en dessous du casque, en fait. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, j'aurais pas tapé le petit bébé Yoda, par contre, de cette façon. Ouais, ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que ça m'a peut-être dérangé, mais parce que je ris toujours des gens qui s'approprient au bout de leur costume comme étant le meilleur ou plus fort. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher. J'avoue que là, ça m'a comme dérangé. J'ai fait, hey, non, les bikers font pas ça. Mais écoute, les bikers ont quand même massacré une couple de Ewoks, là, faut pas l'oublier, là. Puis les Ewoks, en revanche, ont volé leur speeder, donc... Mais non, écoute, faut pas oublier. Oui, c'est ça, ils les ont bouffés, oui. Mais non, écoute, moi, j'ai trouvé un super bon début d'épisode, un beat à la western, comme qu'on est un peu habitué depuis le début de la série. C'est ce qui suit qui a vraiment accéléré assez rapidement. Puis je trouve que tout le long de l'épisode, on apprend beaucoup sur le Mando, des choses intéressantes. Donc c'est ça, j'ai bien aimé un bon épisode mouvementé. Je vous propose qu'on passe justement à la scène suivante. Sylvain, est-ce que tu peux nous faire le résumé? Parce que là, il est parti avec les Jawa, là, changer sa chaudière. Là, fait que je pense que on a perdu Sylvain avec les Jawa. Vas-y, Malie-lui ça. Alors, coincé chez celui qu'on a appelé le client, le Mando de Cara Dune et Greef Karga voient les Impériaux déballer un énorme canon qui est en fait un blaster E-Web de calibre. Ils cherchent donc à fuir par les égouts et rejoindre les couloirs occupés par les Mandaloriens clandestins. Ils trouvent la grille d'accès, mais celle-ci résiste et le Moff Gideon leur propose de se rendre finalement. Ils appellent alors le Mandalorien par son nom, prononcé pour la première fois dans le fond dans la série, en lui rappelant que c'est le genre d'arme utilisée lors des nuits des 1000 larmes de sang. Alors comme vraiment en référant à un épisode carrément que Moff est passé à un endroit que le Mandalorien d'ailleurs, puis j'oublie le nom là, le nom est pas marqué, puis j'ai écouté l'épisode une fois, là, j'ai complètement oublié le prénom du Mandalorien. Din Djarin. Ok, ben voilà, merci Céline. Alors, tout le monde commentaire. Ben personnellement j'ai quand même beaucoup aimé d'en apprendre autant. Dans le fond, on a des petits détails en plus sur Cara Dune pour commencer, donc le fait que c'est une Aldéranienne, donc ça explique peut-être en partie pourquoi elle déteste autant les Impériaux et ça lui fait grand plaisir de tirer sur eux. Même si bon, en tant que rebelle, je pense que c'est le cas de pas mal tous les rebelles. Sinon, en tout cas, ça nous donne aussi à l'écran. C'est la première fois, dans le fond, à l'écran qu'on a une deuxième Aldéranienne, je crois, après Leia, dans le sens où il y en a eu d'autres, là, des survivants dans les comics et dans les livres, mais à l'écran, je crois que c'est la première fois. Ensuite, les détails sur Mando, c'est intéressant aussi. Il y a l'aspect, t'as mentionné, c'est ça, la nuit des 1000 larmes de sang. Dans le fond, c'est ça, c'est que le Moff parle du siège de Mandalore. Donc là, c'est drôle parce que depuis que l'épisode est sorti, je vois beaucoup de gens parler de ça, puis ils font référence au siège de Mandalore
dans The Clone Wars. Donc, c'est dans la saison qui s'en vient, là, le retour de The Clone Wars pour la 7e saison. Mais à cette époque-là, c'est la République qui assiège Mandalore. Alors moi, je me demande si il parle pas plutôt d'un deuxième siège qui aurait eu lieu sous l'Empire, donc après la série Rebels. Honnêtement, je vois pas pourquoi il y aurait pas un deuxième siège, là, et on parlerait d'un événement qui s'est passé à l'époque de la République. Aussi violent que ça a pu être le siège de Mandalore sous la République, ben je me dis ça a comme moyennement lieu d'être. Là. Moi personnellement, je pense qu'on parle plus de l'intervention impériale qu'on n'a pas vue, là, mais qui se passerait après la série Rebels. Ben, sans vouloir te couper, Francis, je pense que c'est la même chose que toi, parce que sans vouloir faire de spoilers, on n'en fera pas, là, mais il y a quelque chose à la fin qui fait que je trouve qui confirme ce que tu viens de dire. Ben, très clairement. C'est aussi que, c'est ça, il en reste plus beaucoup de Mandaloriens, alors que dans Rebels, il en reste quand même pas mal plus, là, donc... Vu que Moff Gideon a priori était à la manœuvre justement de cette nuit des 1000 larmes de sang, bah c'est un impérial, donc ça semblerait logique. Alors après il y a certains républicains qui ont dû se réintégrer dans l'Empire, mais je pense que ce serait plus logique. On a Tom qui est de retour, donc Tom, je te propose de partager aussi tes commentaires. Voilà, juste pour expliquer, en fait, j'étais coincé dans une autre bulle spatio-temporelle. J'étais encore parmi les auditeurs. Et en fait, du coup, Danny m'a réintégré dans la réalité Star Wars en direct. Donc ça y est, c'est bon, je peux à nouveau parler. Cool. Re-bienvenue, mon ami. Ouais, sinon, j'avais vraiment l'air con devant mes fameux étudiants informatiques. Ça veut dire que je savais même pas mettre on mon micro, quoi. Dans le fond, t'étais dans le monde. Mais non, on n'a pas ri de toi, Tom, promis. Oui, ça marche. Donc, les quelques éléments que j'ai entendus, ouais, pour l'instant, ça me va. Et j'ai beaucoup aimé la scène avec les deux speederbikes qui discutent. Que vous disiez tout à l'heure, ça fait très Tarantino. C'est exactement ce que j'ai ressenti, et ça c'était vraiment cool, parce que tu t'intéresses un peu plus à ces personnages, et tu vois que ces fameux troopers, en fait, ils sont aussi humains, et qu'ils ont voilà, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de leur vie. Bah là, voilà, ils ont des discussions, etc. Et ça, je trouve ça assez cool, quoi. Donc voilà, c'est juste pour relancer, puis je vous laisse dans votre continuation, puis je reprendrai après. Ils sont assez humains, ouais, qu'est-ce qu'on fout, ouais, on tape sur un enfant. J'ai pas dit des bons humains, hein, mais... Oui, non, c'est ça. C'est ça, on le mentionne depuis le début que... Les méchants Biker Scouts. Mais c'est intéressant, dans ce que les Bikers disent, justement, Céline le mentionnait tantôt vite, le fait que le Moff Gideon n'hésite pas à tuer plusieurs de ses propres troupes. Oui, mais t'as vu la réaction, ouais, t'as vu quand il est même étonné un peu quand... Ouais, mais tu sais, ça explique aussi leur... pourquoi ils ramènent pas bébé Yoda, pourquoi ils le mettent pas au courant qu'ils l'ont, tu sais, ils veulent pas l'interrompre, etc. Ben, c'est ça, donc j'ai trouvé ça le fun quand même. Ben oui, la peur d'un régime de dictature est toujours présente. Des représailles de ce que tu fais ou ce que tu ferais pas bien demandé, bref, par celui qui donne les ordres. Sinon, est-ce que Sylvain est de retour pour cette section-là? Ouais. Moi, à partir de là, j'ai rien trop à dire de négatif sur la série. J'aime bien le côté montée en puissance, le côté un peu tout puissant de Gideon, là, même si je trouve qu'il a un nom à la con. Le coup du calibre du canon E-Web, j'ai bien aimé, parce que ça fait ah tiens, on a encore un nouvel atout dans notre manche. Même le coup finalement que les spider bikes ou plutôt que Gideon n'hésite pas à tuer les troopers qui lui barrent le passage ou qui ne sont pas directement avec lui, j'ai bien aimé. Après... Mais non, Sylvain, les canons E-Web, c'est pas les mêmes canons qu'on a vus. Ben d'ailleurs, A New Hope, c'est New Hope, et même dans Hoth, c'est pas les mêmes. Lorsque les Snowtroopers arrivent, c'est le même type de canon là, qui branche avec une espèce de boîte. Je trouve ça. Pour ceux qui font des jeux vidéo, dès que t'entends qu'il y a un canon E-Web qui apparaît, généralement tu te barres. Hein. C'est pas le genre de truc que t'apprécies avoir en face de toi. Ben, ils ont de l'air à chier dans leur froc, assez merci. C'est ça.
la gang à l'intérieur. Après le coup du... Bon, je trouve que c'est quand même assez classique où finalement le Gideon, le grand méchant est connu du héros de la série. Je trouve que c'est quand même un truc assez classique. Mais je trouve que là, ça marche bien. Donc voilà. Et puis, ouais, c'est enfin, au bout de 8 épisodes, on apprend le vrai nom de Mando. Donc c'est très bien ce coup-là. On l'avait appris dans un spoil qui nous avait fait Pedro justement. Oui, mais pour pas ceux officiellement. qui ne lisent pas les spoils et qui ne regardent que la série, bah tu l'apprends au bout de 8 épisodes, quoi. Et c'est bien aussi qu'il nous parle de la nuit des 1000 larmes, etc. quoi. On sent que ça amène un background en fait à toute cette histoire. Et ça, c'est plutôt un élément positif, quoi. Oui, puis tout à fait, Tom. Puis même que j'ajouterais que, sans vouloir me prononcer, parce que j'ai aucune expertise en tant que connaissance en scénariste, mais un de mes amis me disait que justement, quand t'écris une série, justement, le fil que je dis qui est finalement qui est le Baby Yoda, tu dois avoir un obstacle. Dans ton écriture, dans ton scénario. Là, évidemment, ça a pris toute la saison à avoir cet obstacle-là. Mais comme je disais, c'est le beat des comics des années 90. Ils ont étalé ça sur le nombre d'épisodes qu'ils devaient livrer. Et là, ils nous livrent l'obstacle, qui est finalement Moff Gideon, qui est en effet le nom, j'accorde Sylvain... un nom à chier, mais comme Tom, comme tu dis, c'est le fait qu'il mentionne l'événement des Nuits des 1000 larmes montre que, paf, il y a tout de suite un lien avec le Mandalorien, ce qui fait que ça... Puis tu le vois aussi, ça dérange notre Mandalorien aussi automatiquement, là. Il dit aussi, c'est la première fois qu'il n'a pas entendu son nom depuis l'enfance, en fait, depuis probablement cette fameuse soirée-là. Là. D'ailleurs, les flashbacks, c'est cool, on voit des les Super Battle Droids, là, des Clone Wars. Je propose qu'on décrive justement cette partie-là. Ah, ok, désolé. Donc, Griff est tenté par l'offre de Gideon qui avait proposé de se rendre. Donc, le Mandalorien explique que c'est forcément le Moff Gideon qui aurait dû être tué pour ses crimes. Et là, il rentre un petit peu sur le background des Mandaloriens. Il explique que c'est pas une race, mais un credo. C'est-à-dire que il a été adopté. Donc on a tout le flashback sur l'enfance du Mando, dont on avait déjà vu des morceaux en fait tout au long de la série, où on voit sa famille et puis en fait même toute sa planète, sa ville, on va dire, tuée par des super droïdes de combat, et il est secouru par des Mandaloriens en grand nombre qui défont les droïdes. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'on se dit que ce pauvre Pedro, en fait, il a subi 2 purges. Déjà une purge quand il était jeune en tant que donc enfin dans sa propre cité, là on sait pas trop à quel groupe il appartient, et après une deuxième fois avec les Mandaloriens. Donc lui il a vraiment survécu à 2 grosses purges, et donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu traumatisé, quoi, et que déjà il aime pas les droïdes, et qu'ensuite il aime pas l'Empire, parce que visiblement ce serait plutôt l'Empire. Première fois il se fait massacrer par des droïdes et ensuite par l'Empire, donc voilà, il peut avoir quelques frayeurs. Et puis a priori si c'est beaucoup des orphelins comme ça recueillis, ça doit être le cas de beaucoup de Mandaloriens. Ouais, ça effectivement, mais l'aspect que j'ai trouvé le plus intéressant, puis ça reste un petit détail, il faut l'avoir remarqué. Bon, on le voit quand même quelques fois, mais c'est le fait qu'il est secouru par les Death Watch. Oui, tout à fait. Il n'est pas secouru par n'importe quel Mandalorien, il est secouru par les salopards de Death Watch qu'on avait dans la série de Clone Wars, donc ceux qui s'associaient avec Maul, etc. Je me demandais qui c'était justement, je reconnaissais pas le symbole qu'on voyait sur leur armure. En fait, ils ont parce que là ils ont vraiment tous les mêmes couleurs, les mêmes symboles, les mêmes équipements, contrairement aux autres Mando qu'on voit un peu plus tard dans la série finalement. Et donc c'est la Death Watch. Ouais, le symbole sur leur épaule, mais c'est vrai qu'effectivement leur armure est pas exactement comme dans The Clone Wars.
Mais c'est ça. T'sais, on est dans la guerre des clones, donc ça peut se passer quand même au début de la guerre des clones, donc avant les événements de la série de Clone Wars. Donc, oui, ben en fait, il y a deux trucs, je pense. Les flashbacks qu'on voit, parce que c'est ça, il y a un commentaire de Luca qui m'a fait allumer. Parce que vu qu'on voit des Super Battle Droids, puis oui, en effet, moi, tant qu'à moi, c'est les Death Watch qu'on voit atterrir. Donc, ce qu'on voit, les flashbacks, c'est pas la même nuit que Moff Gideon parle d'une nuit des probablement le Purge. Il y a eu un autre Purge durant l'Empire, probablement que, en tout cas, c'est de même que je le vois, là. Il y a peut-être eu deux Purges, un pendant Clone Wars et un autre un autre durant l'Empire tel quel. Mais alors, mais je pense que Malgus, le flashback, c'est pas des Mandalos qui se sont exactement, ouais. C'est l'ancien groupe de Pedro, quoi. L'ancienne famille. C'est sa ville, une ville anonyme, je sais pas d'humain, a priori. Et juste, il s'est fait secourir par des Mandaloriens. Et en fait, on peut... Oui, mais les Mandaloriens, c'est les Death Watch. Tout à fait, mais par contre, en fait, c'est même pas les vrais Mandaloriens à l'époque, puisque les vrais Mandaloriens, si on se rappelle dans The Clone Wars, ils sont pacifiques. Donc en fait, là, c'est les dissidents Mandaloriens, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est ceux qui veulent ramener les Mandaloriens. Et moi, la question que je me suis posée déjà à la base, mais qui c'étaient ces Mandaloriens? Et quand ils étaient tous pareils, moi, mes gamins, ils ont tout de suite tilté, ils m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, ils sont tous habillés pareil. Et je leur dis, bah non, c'est justement fait exprès, connaissant Filoni, autant on peut lui faire des reproches, autant là, je pense qu'il est assez carré sur ce qu'il fait, sur sa cohérence, et du coup, c'était clairement la Death Watch, mais les Mandaloriens, officiellement, c'est pas eux, c'est juste des Death Watch, c'était même pas des vrais Mandaloriens, ils étaient en train de reprendre le Mandalore, finalement, et on peut se demander s'ils vont pas sauver des gens pour les intégrer et faire grossir les rangs de la Death Watch pour reprendre la planète. Oui, mais on a appris un peu plus tôt que Mandalorien n'était pas une race, mais bien un credo. Donc, même l'aspect clan a toujours été très mentionné dans les ères des Mandaloriens. Probablement que les Death Watch, c'est un clan comme plusieurs autres, mais... Dans la série, ils sont vraiment exilés, on va dire, de Mandalore, ils sont sur la Lune. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est Satine qui et ils ont déjà cette philosophie-là de sauver, de passer pour les gentils, donc de secourir les gens pour aller chercher l'appui du peuple. De toute manière, comment veux-tu faire autrement pour... t'as dit c'est un credo, donc c'est un genre d'une espèce de... C'est presque religieux en fait, c'est-à-dire qu'il faut que le gars, il soit totalement imbriqué psychologiquement. Donc le meilleur truc c'est... Tu vas sauver des mecs, tu dis bah voilà vous deviez mourir. Là la dette de vie dont on parlait des fois avec Chewie et Han Solo, la dette de vie qui crée finalement une reconnaissance éternelle qui fait que les mecs bah forcément la contrepartie c'est d'adopter la culture mandalorienne quoi, comme une religion. Mais moi, je l'apprenais, ça, parce que moi, en fait, j'ai tout le temps pensé que les Mandaloriens, c'était une race. Ben, c'est que ça a évolué, voilà. Là, avec le canon. C'est comme les Sith, quoi, en fait. À la base, c'était une race, puis après, bah, ils s'élargissent, quoi. OK. Mais déjà, dans les légendes, il y avait des aliens mandaloriens, donc c'était déjà devenu quelque chose de plus que juste une race. Mais dans le canon, là, c'est la première fois que la porte est ouverte. Bah, disons que... Parce que dans le canon, c'était vraiment des humains. Ouais, et c'est des humains et presque un peu ariens, quoi. C'était des blonds, limite albinos, et qu'on peut se demander si la mixité des Mandaloriens, elle arrive pas au moment où la Death Watch, elle a besoin de recruter, justement. Parce que... Ouais, peut-être, en effet, ça se peut. Écoute, mais malgré que les Mandaloriens se basent quand même sur des textes hyper anciens, des lignes et mesures hyper, quand même, disons-le, quand même strictes. Par contre, moi, je sais pas si vous avez fait cette réflexion-là dans tout l'aspect flashback, mais là, c'est encore plus frappant dans cet épisode-là. Est-ce que vous pensez que les droïdes, c'est du 100% animé comme à l'époque de la prélogie? Ou est-ce que, un peu comme pour IG-11, ils ont recréé des effets spéciaux pratiques? Ah, bon point, Francis. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu différent de ce qu'on voyait dans le temps de la revanche des Sith. Ah, je me suis pas posé la question. Je serais curieux de voir un making-of ou quelque chose comme ça de ces scènes-là. En fait, c'est en effet différent, comme tu dis, de la revanche des Sith.
Je dirais même mieux. Parce que pour le reste de la série, ils ont essayé justement de faire de quoi de beaucoup plus réel, plus pratique. On a vu que son vaisseau aussi, c'était pas de l'animé, c'était vraiment une vraie maquette, etc. Ouais, mais Donc, comme le... je serais curieux de voir là, pour les droïdes. Comme le dit nos amis du Space Trash Show, il y a quand même 15 ans de il y a quand même 15 ans d'écart entre Mando et la revanche des Sith, donc l'évolution des CGI a quand même grandement évolué. Après, pour moi, les battle droïdes qu'on voit, c'est vraiment du CGI. Hein. C'est pareil. C'est pas des maquettes ou c'est pas c'est pas de l'animatronique, quoi. Pour moi, c'est vraiment du CGI. Toi, Francis, tu disais que c'est parce qu'ils ont pas de l'air IG-11, il a jamais eu de l'air vraiment limité. Oui, limité dans ses mouvements, dans le sens que pour une fois, un membre, un tube d'acier va pas plier sous prétexte que mais ça, c'est une animation. Tu me suis? C'est ça. Fait que là, il a l'air réel, puis il est réel. Ils ont vraiment reconstruit. Mais je comprends ce que tu veux dire. On l'a vu dans les previews qu'on avait eu à Célébration à Chicago. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est que tu le compares en effet aux Clone Wars. Puis en effet, les Clone Wars, les personnages avaient tendance à... Tu sais, les personnages ont tendance à sautiller beaucoup plus dans l'espace frame là, qu'on va regarder une scène. Et moi, j'avais quand même une question sur cette scène où justement on le met dans la cave. La cave, elle est assez grande. Pourquoi les 3 parents se sont pas mis dans la cave? C'est là que je comprends pas. Exactement ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, ou alors, ils auraient dû mettre plein d'autres gamins, en fait. Ça aurait été cohérent, là. Ouais, mais en plus, si tu veux, la cave, encore s'il l'a fermée à clé, mais elle ferme pas, il la ferme juste pour se cacher. Donc, ils tenaient les 3 dedans, et puis ils attendaient que ça passe, puis au moins, c'est pas leur gamin tout seul. Mais ça, c'est pour rendre j'y pensais, là. C'est vraiment la façon de rendre... c'est pour rendre le tout dramatique. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Puis les parents, ils se sacrifient pour l'enfant. On va faire un test, souvent, Thomas. En fait, dans Star Wars. On va faire un test, Thomas. On aurait pu sauter dans la cave, puis juste... Pourquoi ils ont pas choisi un décor où il y avait la place que d'un gamin? Exactement, ouais. Ah, mais ça, c'est la faiblesse. T'imagines bien, Céline, c'est la panique. C'est comme disent nos 2 compères, c'est pour de la dramatisation, c'est du classique, c'est du... Ou alors les parents sont cons et finalement ils étaient venus chez les bandeaux. Thomas, Céline, vous avez des enfants. Je vais venir chez vous avec 3-4 potes avec lance-flamme, mitrailleuse lourde. On va voir comment vous allez réagir. Hein? C'est le problème. Mais... C'est toujours ça. Maintenant qu'on est prévenu, on va s'équiper, quoi. Ouais. Oui, mais si t'es équipé, si je gare ma Clio sans te prévenir dans ton salon, équipé, pas équipé, prévenu de mon arrivée ou pas prévenu, ça va te faire tout bizarre. Parce que je vais avoir un bébé Yoda, donc du coup... Non mais c'est scénario typique en effet, mais je veux dire c'est l'aspect dramatique. Là vois-tu, moi j'ai vu la touche Walt Disney là-dedans, mais ça a déjà été fait dans les scénarios de Star Wars, même surtout avec Filoni durant Clone Wars. Tu sais, c'est comme une recette déjà très connue. Pour démontrer un peu que notre personnage a eu un certain traumatisme absolu dans son enfance. Puis d'ailleurs, une couple de scènes après, quand le Mando le ramasse puis vole dans les airs, on dirait qu'il a rapidement oublié ses parents. Moi, je me suis fait la réflexion que c'est-tu vraiment dans les airs qui était le plus en sécurité? Il y avait encore des gunships qui volaient autour de lui. Mais bon. L'action avait l'air d'être à terre, puis lui, il avait l'air d'être dans les airs. Ouais, mais ça aurait fait con, quoi. Ça aurait fait comme le gars pris abattu en plein vol, le tir pile dans le réacteur dorsal et paf le Mando. La fin de la série. Si tu faisais une scène réaliste, en fait, le Mando était à genoux et puis il ouvre la cave et puis il sort le gamin, il le laisse ramper jusqu'à une autre planque. Ça fait moins joli. Et il y a Chippy dans le chat qui nous dit, je m'étais posé la même question, est-ce que le code couleur des vêtements rouges, c'est un lien avec les gardiens des Wills?
Vous savez, sur Jeddah, on en voyait quelques-uns, des gens en rouge, il y avait des groupes de religieux là. Donc est-ce que ça en serait pas parti? Ben, en fait, c'est pas juste ses parents, ça ressemble à tout le village. Oui, carrément. Ouais. Je te rappelle, comme je disais, je te rappelle que les vêtements des clones, quand ils sont sur Camino, ils sont rouges. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un lien entre la famille qui est habillée en rouge et les cloneurs de Camino? Bah, disons que le décor... Non, mais et les Sea Troopers aussi, ils sont en rouge. Non, un lien. Non, pas du tout, parce que les décors faisaient très Jeddah. Et justement, moi, je trouvais qu'il y avait un vrai lien. Ouais. Dans les décors, moi, je voyais Jeddah Ils font aussi. pas plus Jeddah. Non, ils font pas plus que Jeddah que les 3 maisons qui représentent Mos Eisley. Ils font pas plus Jeddah que l'avenue principale qui montre c'est pas, regarde bien, les décors ils sont à peu près tous équivalents. Hein. Et au niveau des vêtements, si tu veux, il y avait pas que la couleur rouge, il y a la manière de les porter. Ils étaient pas en jogging les mecs non plus, tu vois. Il y avait quand même, je trouve, dans la manière dont ils s'habillaient, il y avait quelque chose d'assez clair, quoi. Enfin, voilà, qui faisait un peu religieux. Ça semble religieux, ouais, t'as raison. Oui, mais en même temps, même dans l'épisode 4, l'espèce de groupe lorsqu'il y a eu l'introduction de Cara Dune, pas son village, mais je veux dire, ça aussi, on peut dire qu'il y avait une espèce d'aspect religieux. Non, ça, c'est très... C'est du bois, c'est de la verdure, donc c'est lié aux Ewoks. Non, mais je veux dire, c'est très, je veux dire, c'est caractéristique de voir ça dans l'univers de Star Wars. Lorsque tu arrives dans un village, ils ont une espèce de... Tu sais, tout le monde porte un peu le même type d'habillage. Oui, en effet, il y aurait peut-être un lien avec... Ah non, c'est des Amish version Star Wars. Oui, c'est ça. Moi, je pense pas. Mais j'avoue que le rouge, comme Chippy dit, le rouge peut revenir à certaines reprises, mais qu'il y ait un lien absolu, j'en doute. Mais... C'est pour ça qu'ils ont pas été dans la cave, parce que c'était trop technologique pour eux, une cave. Bon, je passe à la section suivante. Donc, attends, c'est toi qui as pris ma section tout à l'heure. Ouais, tu peux la faire, vas-y. Donc, pendant ce temps, IG-11 poursuit sa mission de nounou. Il joue encore les Mary Poppins en massacrant toutes les troupes de l'Empire qui se passent devant lui parce qu'il a piqué un speederbike et tire à tout va pour dégager le passage jusqu'à la planque de Mando. Où Pepper, Cara Dune et Griff Karga sont toujours planqués et essayent désespérément de trouver comment se barrer, mais hélas, malgré l'intervention de DJ, dans la planque, c'est toujours autant la merde. Un peu too much, cette arrivée de IG quand même. Non, attends, elle est géniale, tu vois les explosions au loin. Ça pète partout, c'est mais je l'ai trouvé trop balèze, quoi. Le gars, à lui tout seul, il tue 40 soldats. Limite, je me suis dit, il va tuer tout le monde et ça va être fini. Enfin, j'ai trouvé que c'était too much pour moi. Mais alors moi, ce que j'ai préféré, c'est quand il arrive, il a Baby Yoda sur le devant et hop, il tourne le torse et hop, Baby Yoda sur le derrière. C'est juste énorme. De toute façon, il sait que derrière, il a fait le ménage, donc il est tranquille. Non, mais même la façon... J'ai adoré les séquences, la façon dont il fait le ménage. T'as les deux pauvres Storm qui essayent de se planquer, des pouf pouf. Les fusils, ça passe. Tu vois à peine le Speederbike qui passe et 2 Storm tombent par terre. Je trouve toute la séquence excellente. Avec en plus IG qui arrête pas de tourner, qui retourne ses bras dans tous les sens, il tire de tous les côtés à la fois et c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup ce passage-là en fait. Francis? Non, moi, dans le fond, je suis assez d'accord avec Sylvain, cette section-là. Comme il disait, le bout où il y a un Jawa qui se fait harceler. C'est du harcèlement Stormtrooper au lieu de policier. Mais c'est ça, les 2 Storms se font tirer en un éclair, là, et c'est super bien fait. Donc, j'ai rien repéré dans toute cette séquence-là, de petits détails... de faux raccords ou des choses comme ça. Donc, non, c'est quand même une belle arrivée. Même si on s'entend tous que, tu sais, est-ce que c'était la place la plus sécuritaire pour bébé Yoda de foncer comme ça dans le tas? Je suis pas certain. Là.
Ouais, mais tout le long, bébé Yoda semble avoir il y a que du du gros plaisir. fun, Ben, man, on dirait qu'il est dans une ride. Moi, j'ai même adoré. allé chercher un bruit de bébé qui rit, là, tu sais. Ils se sont pas gênés. Puis en plus, le beat de la musique, moi, j'ai vraiment aimé le build-up, tu sais, puis en fait, ce qu'on avait vu du EG-11 à massacrer les 2 Biker Scouts en début, tu te dis, OK, là, lui, il rentre dans le cadre, là, puis là, ça va chauffer dans la baraque. Puis comme de fait, écoute, à mesure qu'il rentre, je veux dire, les soldats tombent, tac, 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 c'est comme un jeu de quilles. Puis Yoda, il est comme, youhou! Il y a du fun au bout. Non, écoute, je me disais, bon, ça y est, IG-11 arrive. Et personne n'a trouvé ça excessif, alors, du coup. Il y a que moi qui ai trouvé ça... Oui, bon. Il y a que toi. Mais même, je me pose une question. À chaque fois que bébé Yoda voit Mando ou IG-11 flinguer des méchants, bébé Yoda se marre. Est-ce que, par hasard, bébé Yoda serait pas en train de virer psychopathe? Si, c'est certain. Hey, on se rappelle du Force Choke. Donc, moi, bébé Yoda, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver, la surprise avec ça, là, mais non, il semble apprécier des choses Mais jusqu'à maintenant, moi, un petit détail que j'ai remarqué au deuxième visionnement, c'est que jusqu'à maintenant, bon, tu sais, on sait qu'il y a 50 ans, là. On l'appelle bébé parce qu'il y a quand même une allure de bébé. Mais c'est ça, c'est pas vraiment 50 un bébé. ans sur 1000 ans, bon, c'est vrai que c'est jeune. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas nécessairement des mimiques de petits bébés là, à tout le temps se mettre de quoi dans la bouche ou tu sais. Alors que là, on a vraiment eu droit à un rire de bébé. Là. C'était vraiment là. C'est clair qu'ils ont enregistré un bébé puis qu'ils ont même pas modifié le son. Fait que, n'empêche que moi, ce petit détail-là que je me suis dit, ok, ouais, là, vraiment, c'est un nourrisson. Là, tu sais. Ben, je sais pas. Moi, j'ai mes doutes là-dessus sur la phrase dite par même le premier IG-11 avant la reprogrammation, là, que tu sais que chaque espèce agit de façon différente. Donc oui, il peut paraître peut-être un bébé, mais en tout cas, certains épisodes me portent à croire que il semble beaucoup plus comprendre ce qui se passe dans son entourage que un nourrisson, tu sais, vraiment un nourrisson. On s'entend, là, un nourrisson, lui, la seule affaire que ça intéresse, c'est manger et évacuer, le manger. Pas plus, là, tu sais, mais écoute, à voir. Non, mais je pense qu'un enfant de 2-3 ans, ça correspond bien. Hein. Ah, tu vois, moi, je donnerais plus, moi. Moi, à 50 ans, de l'âge de Yoda, je sais pas, je vois comme un enfant peut-être entre 5 et 6, 7, 8 ans. Moi, je dirais comme toi. Peut-être que même le langage est peut-être pas... Puis il a peut-être dit quelques mots, puis on le sait pas dans sa langue. Dans sa race, ouais, tout à fait. Ouais. Dans sa langue qu'on n'a pas compris, qu'on pense que c'est gaga gougou, mais en fait, il nous a dit... mon Christ, pas, je t'étrangle comme... 50 ans sur une espérance de vie de 800 ans, ça fait comme si ça fait 10 fois 10, donc il a 5 ans, il a 5-6 ans, quoi. Il a 5-6 ans. Ben c'est ça fait beaucoup. Ça fait plus qu'un nourrisson. En tout cas, bon, bah, bébé Yoda est attardé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bébé Yoda est attardé. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu mon avis. Puis d'ailleurs, pour la suite, c'était supposé d'être moi, mais Sylvain, tantôt, il pensait, Francis, que c'est toi qui avais lu sa partie, mais c'est moi qui l'ai lu. Donc, je te cède... Là, fait que là, c'est moi qui... Ouais, je te cède ma partie. Ça me rappelle un petit peu une autre émission lointaine qu'on a faite avec Julien. Tellement. Ben écoute, vive l'improvisation. Ouais. Donc, après une épique bataille dans laquelle Mando s'approprie le E-Web et pas besoin de support, lui, il tient ça dans ses mains et il mitraille. Le Moff Gideon blesse mortellement Mando. Mortellement, on le sait par après. Il se retire dans la cantina encore, donc je pense que beaucoup de monde, comme ma conjointe, ont eu la réflexion, voyons, il retourne s'enfermer à la même place. Bref, ils sont sauvés de justesse par bébé Yoda qui les défend d'un Stormtrooper, d'un Flame Trooper.
Donc, vous me direz, après, moi j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on en voyait un au grand écran comme ça, là. Mais bref, je pense que c'était juste dans les jeux vidéo. Dans Star Wars 7 aussi. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire, épisode 7. Ah ouais, mais je parlais au temps de l'Empire, là. Ouais. Et bref, les copains de Mando fuient dans les tunnels parce que IG-11 a réussi à ouvrir la porte, on va dire. Il abandonne Mando avec IG-11, mais Pedro le Mando accepte enfin d'enlever son casque quand IG-11 lui dit je suis pas organique, donc je suis pas un être vivant, donc tu peux enlever ton casque. Et le Bacta, donc le médicament magique de l'univers Star Wars, vient à sa rescousse. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette section-là? On va commencer avec Céline. Bah, forcément, quand on commence à voir le Stormtrooper avec sa lance à incendie, tout de suite, moi je me suis dit, oula, alors lui il va se prendre un retour de flamme, ça va être, il va être grillé et gagner. Et je trouve que la scène est vraiment très, très drôle. Après, toute la scène où on voit le visage du Mandalorien, bah très bien, enfin on le voit. Je trouve que c'est une très bonne idée finalement. Il a pas confiance dans les droïdes, mais voilà, ils ont combattu côte-côte, donc finalement il finit par céder aux arguments de IG-11. Et puis bon, après par contre le Bacta, ça marche quand même super bien, quoi. Le mec 2 secondes avant, il disait qu'il allait mourir, hein, quand même. Hein. Voilà. En fait, je crois que moi, personnellement, j'aurais retiré mon masque, hein, mais si ma vie ne dépendait que d'un petit spray, ou alors j'aurais glissé le Ouais, mais on est dans Star Wars, Céline. Non, mais voilà. Et en fait, la toute première chose que j'ai pensé, c'est bien sûr, bébé Yoda va le soigner avant qu'il ne dépense toute son énergie à flamiser un Flame Trooper. J'avais pensé ça, et en fait, bah oui, en effet, il peut pas tout faire, hein, bébé Yoda, donc fallait bien que IG-11... Ça serait répétitif aussi à la longue. Mais tu vois que IG-11 est full equip, hein, tu sais... Ah, mais c'est un nurse! En toutes circonstances, là... Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une modification que Quill lui a apportée. Ah, je pense. Il est là pour soigner et protéger. Donc soigner, mais, ça paraît logique. Est-ce qu'il y a juste moi qui a remarqué la porte magique? La porte magique? La porte magique. Donc, je vous explique. Les Death Troopers font exploser la porte dans la scène précédente. OK? Là, après la fusillade, à l'extérieur, toute l'équipe retourne au même endroit. Ça avait été mentionné que c'était la seule issue, donc qu'il n'y avait pas d'autres portes, d'autres accès à ce bar-là. Et quand ils rentrent de l'extérieur, ils rentrent par une porte déjà ouverte et la porte se referme. Donc là, tu peux à la limite étirer l'élastique scénaristique en te disant, bon, c'est une deuxième porte de sécurité, tu sais, au cas où la première n'est pas blindée, donc là, c'est la deuxième, quelque chose comme ça. Mais là, 2 minutes après, la porte qui avait été refermée est rouverte de nouveau, juste avant que le Flame Trooper se pointe. Et est resté ouvert. Donc moi, j'ai trouvé ça flagrant là, dès la première écoute. Ça m'a erreur de montage, mon Francis. Si ça pourrait il y en a plusieurs si tu regardes bien, il y en a plusieurs dans cet épisode, dont une où je parlerai dans la partie d'après. C'est la première fois que je vois, si je dis pas de bêtises, dans cette série, où il y a quand même pas mal de faux raccords, d'erreurs de ce genre dans cet épisode. C'est un peu bizarre, comme s'il l'avait fait un peu à l'arrache. Alors après, pour les autres, oui, le Flame Trooper qu'on voit, il vient de Battlefront, le Battlefront 2, si je dis pas de bêtises. Surtout avec cet habillage rouge là, il vient de Battlefront 2. Ouais, mais je pense que dans Battlefront, c'était pas le Flame Trooper c'était le Shock Trooper qui était en rouge comme ça. Ouais, mais le Shock Trooper est à cette déco là. Alors
suis pas sûr qu'il ait un lance-flamme, mais ce design-là, cette peinture, il l'a. Et le lance-flamme, ça me dit quelque chose, mais je sais pas d'où il vient. Faudra que je regarde, si ça se trouve, on le voit sur Fallen Order ou comme ça, parce qu'il y a des troopers lance-flamme. Faudra que je regarde si c'est pas ce flingue-là qu'ils ont. Mais j'aime beaucoup le fait justement qu'il y ait un Flame Trooper et qu'il finisse en méchoui grâce à Baby Yoda. Mais ouais, effectivement, je l'ai vu quand même arriver pas mal avec le gars qui arrive au ralenti, qui commence à tout cramer, et puis t'as Baby Yoda qui sort un peu de nulle part, qui lève ses petites mains toutes mignonnes et qui fait péter l'autre lance-flamme. Ça vous a pas rappelé un peu Kanan dans Rebels? Moi, j'ai trouvé peut-être pas une référence là, mais ça m'a beaucoup rappelé la mort de Kanan, donc qui retient l'explosion là et le feu. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. En fait, moi, ma partie de commentaire pour cet épisode-là, là, je sauterais, mis à part, oui, le Shock Trooper, tout ça, je me suis dit, ok, ça c'est du fan service pour ceux qui aiment bien les types de Trooper. L'aspect aussi, un peu comme Céline a mentionné, que Baby Yoda s'occupe de lui. Donc là, pendant que le Mando est en train de mourir, puis là, moi, tout de suite, je me disais, ok, mais Baby Yoda peut peut-être pas tout faire. Puis là, c'est là qu'on vient un peu à ce que j'ai déjà dit. Puis écoute, le fait que ça soit IG-11, que le Mando a des doutes sur lui depuis la reprogrammation, malgré de son ami Quills. Et là, on voit vraiment un développement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment senti, c'est là le développement des... Tu sais, ça peut prendre du temps à travers les épisodes, mais quand il y en a qui se passent, on dirait que c'est là que ça développe vraiment des liens entre IG-11. Tu vois vraiment que le Mandalorien commence à sentir pas un attachement, mais je veux dire, il y a un sentiment automatiquement de confiance. En plus, puis là, c'est vraiment contradictoire parce que il lui dit que non, je peux pas montrer mon visage à peu importe de qui vivant. Puis là, le IG-11 lui dit, oui, mais je ne suis pas quelqu'un de vivant. Donc, rationnellement, il fait le lien, mais en même temps, puis même temps que lui, il le sent, puis je suis sûr que je suis pas le seul, mais tous les auditeurs l'ont senti. Oui, mais IG-11, il y a quand même quelque chose de vivant. Puis là, le fait qu'il lui montre son visage, en tout cas, moi, ça a vraiment... c'est des aspects de même qui rend Star Wars si magique, justement, parce qu'il reste fidèle à ses valeurs. Il l'a pas montré à quelqu'un de vivant, mais tu sentais que il y a quelque chose qui... On s'attache toujours à ces maudits robots-là, c'est hallucinant. Puis là, je vais pas spoiler, mais plus tard, tu sais, il me fait brailler, cette Chris-là. Fait que c'est ça, c'est des moments comme ça, moi, j'ai vraiment aimé. Évidemment, IG-11 étant un robot, puis il le dit depuis le début, hein, c'était une nurse, donc une infirmière. Puis en français, il dit un infirmier. Ouais, un infirmier. Intéressant aussi, c'est qu'on voit que le Mandalorien, son personnage, il évolue au niveau de ses valeurs, de son humanité ou de sa roboïté, on pourrait dire. Et ça, c'est intéressant. Par contre, moi, j'étais super déçu. Il a pas la moustache, Pedro, là. Et franchement, je trouvais que dans le... Oui. Non, il l'a rasé pour Wonder Woman. Écoute, le fait qu'on voit son visage, c'est quand même c'est quelque chose de gros. Oui, là. mais c'est moi, la première fois qu'on voit son visage. Je suis déçu parce que je trouvais que si tu veux, dans Narcos, avec la stache, il avait trop la classe. Et les gamins m'ont dit, oh mais il est moche le Mandalorien. On dit, bah attendez. Et ils ont dit, bah ouais, mais normalement il a une moustache, il est mieux. Non. Moi, je suis d'accord. Tu diras à tes enfants qu'avec une barbe et une cagoule, c'est difficile de mettre un casque et de faire fitter tout le... Alors, autre chose, c'est vrai. Ouais, j'allais juste rajouter sur la moustache. C'est vrai que s'il avait eu la moustache, ça aurait fait très ambiance trilogie originale, Bix Dark Lighter. Parce que finalement, dans les années 70, il y avait quand même beaucoup plus de moustaches. Je pense ce qu'ils ont fait dans Rogue One d'ailleurs, ils calaient des moustaches sur les mecs. Et là, ça aurait été bien. Ouais. Mais ils ont dû la couper justement parce que Tom, comme tu dis, c'est que tu l'associes à son personnage. Ouais, certainement.
Ouais, moi je pense qu'ils ont probablement dû lui dire de la couper justement à cause de ça. Ouais, mais tu vois, moi je le revoyais dans, tu sais, il a fait un film avec tous les beaux gosses là où ils sont militaires et il me semble qu'il a la moustache. Triple frontière. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et ça m'avait pas choqué. Et ouais, mais je vais t'expliquer un truc, Thomas. On est dans Mandalorian, pas Narcos. Ouais, je sais. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais dans d'autres films, ça me choquait pas. Enfin, tu vois, et je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule avec la moustache. Enfin voilà. Bon, après on est en train de débattre sur une moustache, quoi. On est d'accord. Hein. Ben, de toute façon, logiquement, on le verra pas souvent sans son casque et ça risque d'être la dernière fois. En tout cas, faut pas oublier. Reste à voir. La deuxième saison, on va peut-être. Oui, mais le principe de aspect montre quelqu'un vivant. Tu sais, c'est tout. Un robot pourrait peut-être lui voir son visage, mais quelqu'un de vivant. Non. Et alors. Ouais, ou c'est son fanatisme. Hérité des Death Watch va peut-être s'assouplir avec le temps. Et alors, parce que c'est la première fois cette série-là avec cette histoire-là de casque qu'on peut pas enlever. Là, je veux dire, dans Rebels, on le voyait à la tête, dans The Clone Wars. Ah, mais ils étaient Death Watch, ils étaient pas encore vraiment dos, quoi. Oui, ça c'est un bon point. Puis justement, avec toutes les purges, peut-être qu'ils se sont établis des nouvelles règles. Non, pas les nouvelles, à mon avis, les anciennes, beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire qu'il y a eu les vrais mandos en mode là intégriste. Après, ils sont passés en mode pacifique. Les Death Watch ont dit, allez, nous progressivement, on retourne à l'intégrisme. Et là, au moment où ils en sont retournés en mode intégriste, quoi. Enfin, tu vois, à mon avis, il y a plusieurs phases. Oh oui, c'est ça, des vieilles méthodes ancestrales. Oui, ça a tout à fait du sens. En fait. Et autre chose que j'ai noté aussi, au niveau des différents types de soldats, donc on sent clairement une hiérarchie dans leur puissance. On sent clairement que les Stormtroopers, alors moi je trouvais ça excessif, mais bon allez, on accepte qu'un Stormtrooper ça s'est pas visé. Voilà, ils se font tous dézinguer les uns après les autres. On sent que les Distroopers, déjà ceux-là, ils résistent plus, donc ils ont leurs grosses bombes, et quand ils se battent contre le Mando, voilà, ils le foutent par terre, etc. Donc eux sont encore au-dessus. Après, on a le gars avec son lance-flamme qui arrive en mode, vous savez, le méchant dans Bioman à la fin, il fait du feu partout alors qu'il n'y a pas encore de méchant, mais voilà, c'est pour dire, ah, je suis le méchant. Et on a l'autre, le dernier, là, donc le Moff Gigi, lui, il est clairement plus balèze parce qu'il étale le Mando, il le blesse, et on sent vraiment que ils ont bien montré qu'il y avait différents niveaux de soldats, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais, alors on n'avait pas parlé des Death Troopers encore, mais effectivement leur accord avec Rogue One est quand même très bien. Là. Moi j'ai trouvé que ça rappelait Rogue One, leur façon d'agir, les armes, tout ça c'est identique, les grenades, les bombes. Le langage qu'on attend en plus, oui. C'est les mêmes bombes là, qui collent après la porte, c'est celles qu'ils utilisent dans Rogue One. Donc non, j'ai bien. Puis comme tu dis, Malgus, on l'entend l'espèce de langage, si on peut dire codé là. Ouais. Justement, après qu'il ait posé la bombe, là, on l'entend. C'est comme s'il disait aux autres dégagez. En fait, si j'ai bien compris, c'est justement dans le fait de terroriser les gens, parce que les Death Troopers, en gros, si je me suis pas trompé sur mes rêves, c'est des mecs qui sont quand même sérieusement customisés et cyborgoisés. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils sont plus forts et qu'ils arrivent à tirer droit. Et le coup de la radio, en fait, les mecs s'entendent, ils ont des transmissions radio normales entre eux, mais pour terroriser l'extérieur, il y a ces bruits parasites stridents qui sortent de leur casque à chaque fois qu'ils parlent. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours autant de classe, ils ont le même équipement, encore heureux. Après, le coup pour le Moff Gideon, bon, il tire sur une batterie, hein, faut pas non plus déconner. Il tire sur la réserve de munitions. Donc niveau badassitude. Il est pas con, moi. Ouais, voilà, c'est juste que le mec il réfléchit avant de tirer. Ouais, c'est le gars calme là, tu sais, au travers de tout le monde qui tire. Lui, se serait caché dans la cave. Le gars pas stressé. C'est Indiana Jones. C'est ça. Il tire, il fait un tir mais efficace quoi. C'est un bon chasseur quoi. Il voit un truc. Bah tiens, Thomas, tu lances ta partie. Attends, 2 secondes. Sur le casque, moi je maintiens ma théorie que c'est dans le credo, les gens adoptent le casque pour pouvoir que les races s'effacent et que tout le monde ne soit que Mandalorien. C'est ma théorie. J'en avais parlé précédemment et je reste dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est expliqué dans les BD KOTOR. Qui se passe avec, vous savez, Zen machin, là, le Jedi un peu nul.
Si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est dit sur la partie où il y a les Mandaloriens quand ils recrutent entre guillemets tout plein de personnes. Ils leur foutent les mêmes armures justement pour qu'il n'y ait pas d'individus, mais que des Mandaloriens. Et moi, je pense que c'est exactement ça. Dès que tu deviens un Mandalorien, que ce soit parce que tes parents étaient Mandaloriens, que t'es né, ou Mando d'adoption, tu prends tes codes, tu prends leur code, et le code c'est tu portes une armure et un casque, et tu le retires jamais devant l'ennemi, devant des inconnus. Tu ne le retires que dans l'intimité et devant d'autres Mandos. Point barre. Mais toi, Sylvain, tu cites le jeu, mais toi, Céline, tu l'as entendu de où, cette... Non, c'est dans mon esprit. Dans ton esprit. En fait, moi aussi, je colle à cette idée parce que... Céline, elle entend des Jedi lui parler. Puis là, si on mentionne... Est-ce que t'es habillé en rouge, Céline? Non, ce que j'avais dit dans l'émission où j'avais expliqué cette théorie, c'est... J'avais fait l'analogie avec la Légion française où en fait la Légion étrangère en France, pardon, où les gens qui rentrent dans la Légion étrangère changent leur prénom et adoptent en fait un nouveau prénom pour effacer leur passé et rentrer seulement dans le corps de la Légion étrangère. Et finalement dire que peu importe leur passé, l'important est la cohésion du corps. Et voilà, j'ai pensé que cette histoire de casque, c'était un peu la même chose, que finalement, comme ça, si c'est un humain en dessous, si c'est un Mon Calamari, si c'est... eh bien, en fait, on est tous des Mandaloriens. Un Mon Calamari, faut un sacré casque, hein, quand même. Ouais, ça se verrait peut-être un petit peu. Toi, t'es Mon Calamarien, ouais. Je mets ma barbe, donc peut-être que le Mon Calamari peut... Il a une tête molle, qui sait. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais oui, je colle avec cette idée-là. La fontanelle aussi. qui est port fermé chez les Mon Calamari. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, je peux annoncer la suite, c'est bon? Vas-y. Alors, la dernière partie, dans les catacombes, on apprend donc que les Mandaloriens ont quitté leur planète et leur armure pour fuir, en fait, une nouvelle purge éventuellement. Et donc ça, c'est la chef tête à corne des Mandos qui lui apprend ça. Et elle en profite pour dérouler tout un background qui correspond un petit peu à l'ancienne UE légende sur les guerres entre les Jedi et les Mandaloriens. Donc là, c'est vraiment une grosse référence à l'UE légende, on en parlera. Et donc, ils prennent quand même la fuite, mais juste avant, Pedro, il a son cadeau et il a un tout beau jetpack assorti à son armure. Donc là, il est très très content, mais il lui dit va falloir que t'apprennes à t'en servir. Et donc, il se barre par les catacombes et il trouve une barque qui va sur une rivière de lave pour s'enfuir justement avec un espèce d'astromech un petit peu tuning qui pousse une barge un petit peu comme si on était sur Venise. Et donc ils vont pour s'enfuir, sauf que ils se rendent compte qu'il y a une embuscade de Stormtroopers et que ils sont tellement nombreux, enfin bon, ils sont moins nombreux qu'en ville, mais bon allez, c'est pas grave, ça passe. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont forcément se faire tuer, donc IG-11 marche dans la lave, ne fond pas tout de suite et explose par son processus d'autodestruction. Donc là on se dit que tout est bon et que c'est fini. Sauf que Moff Gigy, il revient avec son TIE Fighter et il s'attaque à notre Pedro qui utilise son jetpack, saute sur le TIE Fighter, pose des petites bonbons, le fait exploser et c'est tout fini. Sauf que quand c'est tout fini, Moff Gigy sort de son TIE Fighter avec une arme qui est peut-être un sabre noir. Je vous laisse rebondir là-dessus. Non, c'est pas peut-être. Pas peut-être, ouais, c'est le sabre noir. Ah oui. Qui commence, messieurs? Allez-y. Je vais commencer, tiens. Pareil, j'aime bien cette partie-là. J'ai vraiment eu un haut le cœur quand j'ai vu tout le tas des armures. Mais franchement, hein, c'est putain de merde. Il y a la forgeronne qui explique que en fait les mecs comme ils étaient tous traqués et en sous-nombre, ils ont dû abandonner leur tenue, leurs armures pour se barrer. Et j'espère qu'il y en a pas mal qui ont réussi à s'enfuir.
Alors c'est complètement paradoxal, vous êtes pas d'accord là? Enfin, par rapport à la scène qu'on a vue juste avant où le mec il est prêt à mourir, ah non j'enlèverai jamais mon casque quitte à mourir, et là tout le monde a enlevé son masque, alors qu'ils étaient nombreux et qu'ils avaient des chances de s'en sortir. Oui, mais quand t'as une armée, justement, quand t'es traqué et que t'as un seau sur la tête et que c'est justement parce que t'as un seau sur la tête que t'es traqué et que personne n'a jamais vu ta tronche, oui, il y a peut-être moyen de se barrer en retirant l'armure. Et puis... Ah mais tout à l'heure, il préférait mourir que de... Oui, mais... Tu vois, que d'enlever son casque. Alors c'est là où... Il y en a un qui est plus mandalorien que les autres, alors. Non, ça veut dire que ils sont dans la merde et que t'as un casque rouge, bleu, jaune sur la tête et que t'es une cible tant que t'as ce casque-là. Et que si tu retires l'armure, tu peux te barrer et donc revenir avec recommencer le combat demain. C'est ça que ça veut dire. Bah, moi j'ai plus vu ça comme probablement une décision de groupe là. Voilà, c'est ça. Mais oui, t'as raison, c'est contradictoire probablement par rapport à leur credo là, ou en tout cas à ce dogmatisme là de jamais enlever son casque. Là. Mais là clairement pour abandonner non seulement le fait d'enlever leur casque, mais ils abandonnent carrément leur casque, leurs armures avec toutes les effigies de leur clan, tout ça. Fait que clairement, c'est la grosse décision. Là. C'est pas quelque chose moi, ça m'a fait penser à une scène dans American History X où le groupe des nazis, en fait, à un moment, donc les gars sont tous hyper racistes et tout. Puis après, quand il va en prison, il y a un groupe, en fait, qui échange avec des gens de couleur et lui dit ah ouais, mais vous êtes pas assez racistes, vous êtes pas des vrais racistes, et ben moi je vous aime pas. Et là, j'avais un peu cette impression, c'est-à-dire que dans leur intégrisme mandalorien, les gars, lui il est quand même plus intégriste que les autres, c'est-à-dire que les autres ils sont mandos mais pas trop quoi, et que du coup presque il avait une déception pour moi de ces autres mandaloriens qui sont pas aussi mandaloriens que lui, parce que lui il va plus loin dans son encore une fois, lui il est pas traqué par une armée, il est pas traqué par une armée dans des égouts. C'est un choix stratégique. Il allait mourir dans la cantine. Oui, mais s'il enlevait pas son masque, il allait mourir. Une mort de con. D'accord, ouais, donc il va plus loin dans son truc. C'est un trou de balle. Ouais, c'est ce que montre la série globalement. À chaque fois qu'il prend une décision, c'est la mauvaise. Mais c'est une décision stratégique que les mecs ont pris. On abandonne. Ah mais moi j'aurais fait comme les autres mandaloriens, j'aurais pas fait comme lui quoi, évidemment quoi. Et après tu sais pas, c'était peut-être les enfants qui ont abandonné leur casque, enfin je t'en sais rien. Non, quand tu vois la taille des casques et des brassards ou même des plaques ventrales, c'est des mandos adultes. Après, un truc marrant, on n'a pas vu le casque du personnage de Jon Favreau. On l'a pas vu dans le tas. Quand je parlais, sur cette scène-là, je parlais des forts accords. C'est à ce moment-là, si vous regardez bien, quand elle prépare son nouveau, ses outils plutôt pour lui faire enfin son blason. Si vous regardez bien, pendant le dialogue, un coup il a l'épaule foutue. Et un coup, il a l'épaule neuve. Et c'est ça pendant toute la scène, en fait. Jusqu'à ce qu'elle vienne lui graver son blason. Ouais, même justement, il y a même... juste avant qu'elle lui mette son blason, on voit... C'est juste une question de cadrage, là. Mais ils ont monté ça, qu'on voit le bout de la corne de l'espèce de rhinocéros, là, je me souviens plus le nom. Comme s'il l'avait déjà sur l'épaule. Donc évidemment c'est un détail là, et c'est peut-être parce que je l'écoute en trop grand écran et bonne qualité, mais c'est ça, plein de petits faux raccords comme ça, tu disais là, Sylvain, ça moi je dois avouer que pour l'ampleur du projet là, tu sais, on parle quand même d'un projet à 100 millions là, d'avoir ce genre d'erreur là comme tantôt avec la porte, j'ai un petit peu de mal quand même avec ça, là. Mais je connais pas, je suis pas spécialiste dans les séries télé, là. Mais épisode 4, il y a un Stormtrooper qui s'assomme la tête sur une... Moi, j'en reviens pas qu'ils ont manqué ce shot-là, là. Pis, ouais, en 77, ouais. Ouais. Puis des erreurs, on peut en citer, là. Il y en a dans tous les films. Mais moi, je trouve qu'ils sont cohérents. Dans les séries, ce qui caractérise surtout... même si t'as beaucoup de budget, c'est la vitesse en fait à laquelle tu tournes.
souvent, en fait, t'as qu'une semaine pour tourner ton épisode, alors qu'un film, tu mets 6 mois, 1 an. Donc, ta scène, tu la retournes pas des tonnes et des tonnes de fois. Mhm. En plus, peut-être que... Enfin, je sais qu'il y a aussi des réalisateurs qui, des fois, disent « Bah, moi, j'ai gardé cette scène-là, il y avait un faux raccord dedans, je le savais, mais en fait, c'était celle où les acteurs jouaient le mieux. » Moi, j'ai déjà entendu de la part de Ron Howard, donc je suis pas choqué non plus. Puis pour revenir sur le tas de casques et d'armures et compagnie, là, ça vous a pas rappelé un peu Rebels? Ah non? On avait ça, je crois que c'est la 4e saison de Rebels. Il y a eu justement c'est quand Sabine se rend compte que tout son clan a été exterminé. Là, et, il y a plein d'armures. Tu sais, il reste juste les armures. Dans le fond, tout ce qu'il y avait à l'intérieur des armures a été... on pas évaporé là. Ah oui, c'est oui, avec son arme électrique là qui fait cramer les mecs à l'intérieur. Bien vu. Mais en fait, cette scène-là, en fait, tu vois, je l'avais, là, vous m'avez fait allumer. Moi, je l'avais vraiment pris comme si ils étaient morts. Mais en fait, mort, on peut l'interpréter mort d'âme. Je veux dire, tu sais, là, vous m'avez fait remarquer, finalement, ils ont juste abandonné. Puis oui, en effet, probablement qu'on voit pas probablement les armures de Favreau, mais probablement qu'ils ont probablement pas tous abandonné. Ça non plus, elle a pas précisé. Alors je pense pas qu'ils aient réellement abandonné Malleus. Pour moi, là-dessus, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que j'ai l'impression, ce qu'elle dit. Ils sont traqués parce qu'ils sont mandaloriens, mais leur avantage, c'est que personne n'a jamais vu leur visage. Donc s'ils retirent l'armure, ils peuvent ne plus être traqués, ils peuvent s'échapper. Et s'échapper, surtout quand t'es un peuple guerrier, ça veut dire revenir plus tard avec du nouveau matériel et peut-être avec d'autres petits copains. Pour moi, c'est ça. Ils ont pas abandonné le combat. Ils ont. Je serais très étonné que les mecs ne reviennent pas faire le second round. C'est. Ben moi, en fait, cet épisode-là, je l'ai vraiment appris très rapide, comme si l'épée Damoclès sur les Mandaloriens depuis, on parle pratiquement plus que des décennies, on parle des centenaires. Je veux dire, ils tentent toujours de se relever, mais peu importe quel régime qui est en place va toujours les taper dessus. Moi, je trouve la mention vraiment de cet épisode-là qui est hyper important. Que justement que ça avait été mentionné comme quoi comment ça qu'il s'en est pas rendu compte, mais évidemment l'historique, dépendamment, tu sais, les Jedi ont leur bibliothèque, les Mandaloriens fonctionnent d'une façon différente, mais je veux dire, quand il a vu l'aspect de la force avec le bébé Yoda, il y a quand même un historique qui est quand même assez enflammé côté Jedi et Mandalorien. Et là, j'ai vraiment trouvé ça cool qu'il mentionne, en fait, que la forgeronne le mentionne et que lui, il pose des questions. Puis elle s'est clairement dit, là, il y a eu des affrontements dans le passé avec des gens usant cette force d'usage-là. Donc, clairement, il parle des Jedi. Et là, lui, tout de suite, il demande, donc c'est des ennemis. Tout de suite, elle dit non, pas nécessairement. J'ai aimé ça, cet aspect-là, là, que... Parce que tout peut venir au Darksaber. D'ailleurs, si on veut venir longuement sur l'historique du Darksaber, le Darksaber provient des membres de la famille Vizsla, a fait partie du conseil des Jedi. Il y a plus de 1000 qu'écrans. Puis les Jedi ont conservé ce Darksaber-là. Puis après, la famille, en tout cas, l'ont libéré. Mais en tout cas, que là, on le revoit dans l'histoire. Puis que lui, il y a un bébé Yoda. Et évidemment, en tout cas, j'ai hâte de voir... ça répond à la question à quel point c'est quelque chose de connu que les Jedi étaient les ennemis des Mandaloriens. Ben oui. Ça, là, visiblement, il y a juste la forgeronne qui a eu des leçons d'histoire. Où, tu vois que Pedro, lui, il a aucune idée c'est quoi la force. Puis, non, mais mais dis-toi que Yoda, il fait. Ben oui, mais dis-toi que le mouvement, tu sais, moi je trouve ça cool qu'il nous le montre de cette façon-là parce que, tu sais, si Mandalorien est une espèce, un creed, donc une religion, un principe, force avec tout ce qui s'est passé dans la mythologie du timeline qu'on est présentement, ils ont pratiquement tout perdu, même tous les savoirs ancestraux. Tu sais, ça c'est qui est hyper important dans une religion
comme les Mandaloriens. Donc justement, les questionnements de tous les gens, tu sais, ben oui, mais comment ça qu'ils allument pas par rapport aux Jedi? Mais tu vois, là, c'est la première qui l'amène. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce que ça... Puis justement, avec l'aspect... C'est intéressant, comme tu dis, c'est la première qui l'amène, mais il y a l'aspect dans cette série-là, évidemment. Puis c'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux publics qui écoutent cette série-là qui n'ont jamais pris les séries animées. Et le fait que les Mandaloriens avaient été longtemps ennemis des Jedi, ben ça n'a jamais été mentionné dans les films. Non, puis c'est une c'était mentionné dans les 2 séries animées, là, dans The Clone Wars puis dans Rebels. Mais je trouvais ça intéressant, puis tu vois, même ma conjointe, là, en l'écoutant, c'est tout de suite la question qu'elle a posée, là. Ben, coudonc, les Mandaloriens, c'était-tu des méchants, tu sais? Fait que je trouve ça le fun, ça nous ramène, justement, comme disait Thomas tantôt, à tout l'aspect légende de ça. Et puis, on va voir comment ça va évoluer. Puis peut-être réconcilier, parce que là, il a comme donné la mission... de le ramener à son peuple. Mais là, tu sais, c'est comme pas clair, le peuple, c'est sa race à bébé Yoda ou c'est les Jedi? Ah, c'est les Jedi, là, clairement. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'était son peuple. Moi, je l'ai plus compris, moi aussi, comme Tom, vraiment le peuple de la race qu'ils n'ont pas cité encore. Et je vais vous donner mon argument, c'est qu'en fait, à un moment, elle dit, ouais, il y a une légende, elle parle des Jedi, mais au passé, donc dans sa tête, des Jedi, il y en a plus, quoi. Elle exite le fait qu'il y ait Luke. Donc, à mon avis, c'est plutôt sur sa planète ou avec des gens de sa race. Oui, moi aussi, c'est le même, je l'ai vu. Ben, en fait, non, c'est est-ce qu'on s'en va vers ça pour la saison 2? C'est ça la question. Ben, je pense que oui. Je trouve que c'est en effet hyper intéressant de réintroduire le sabre noir à l'intérieur d'un média de beaucoup plus grande écoute que les médias animés. Après, moi je trouve que ça suggère quand même que du coup la purge se soit passée après les événements de Rebels, puisque il a récupéré le sabre noir possiblement après les événements de Rebels où on avait le sabre qui apparaissait. Est-ce que ça veut dire voilà qu'il l'a piqué au passage Alors moi j'avais une théorie là-dessus, moi, sur le sabre noir, parce que on a l'impression qu'en fait visiblement ils se connaissent en fait, et que Gideon justement il a joué un rôle important dans la purge des Mandaloriens. Donc on pourrait très bien imaginer que le moment c'est ce qui est dit au début de l'épisode, hein. Au moment où il les a tous dézingués, il en a profité pour récupérer le sabre noir. Et comme un symbole, quoi, un genre de scalp. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui pourrait justement, en tout cas, avec tous les... parce que là, tout est possible. Moi, j'avais eu des espoirs là, qu'on voit Cad Bane. J'avais vu d'autres fans qui parlaient de Tron. Mais là, le fait qu'on voit le Darksaber, faut pas qu'on oublie que Tron, c'est... Tron, le Darksaber, Cad Bane, tout ça, on a vu ça naître... En fait, Tron, non, c'est plus dans Rebels. Mais n'empêche, ça reste Filoni, des créations Filoni. C'est tous des aspects qui pourraient très bien être reliés, qu'on pourrait voir. En tout cas, moi, ça a été une belle surprise de fin d'épisode, c'est certain. Mais ça aussi, tu vois, il y a Lexberg dans le chat qui mentionne RIP Bo-Katan, parce que la dernière fois, c'est Bo-Katan qui acceptait le leadership des Mandaloriens avec le sabre noir en main. Mais je sais pas quel... Tu sais, oui, logiquement, on en suppose qu'elle doit être morte, mais je continue d'espérer quand même, de me croiser les doigts. Je me dis, ce serait tellement cool d'avoir une version plus âgée de Bo-Katan qui viendrait expliquer un peu plus ce qui s'est passé pendant la purge, là, qui serait retrouvé par Mando, bref. Ça reste à voir, mais le sabre noir... oui. Ben la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans les mains de Bo-Katan, dans la série de Rebels. Dans la série Rebels, elle acceptait. Au début, elle voulait pas l'accepter. Finalement, elle acceptait le leadership là, des Mandaloriens. Donc, parce que là, on parle, faut pas oublier que là, avec le 5, donc il y a quand même une décennie là, qui est passée. Là. Entre Rebels, c'est pas même un peu plus. Là. Ouais, à peu près une décennie, un petit peu plus qu'une décennie, ouais. Donc, peut-être même 15 ans, donc forcément, comme Lexberg l'indice le mentionne, Bo-Katan pourrait en effet... Ben, c'est ça, tout est question, c'est quoi cette purge-là, c'est arrivé quand, comment,
Mais tu sais, ça vient expliquer pourquoi les Mandaloriens étaient zéro présents dans la trilogie originale et écoute, dans la guerre civile. Puis justement, comme Space Trash Show le mentionne, puis moi c'est là que je me croise les doigts, la fameuse personne là, de Mos Eisley là, qu'on a vu à la fin de l'épisode 5, que tout le monde pense que c'est le Grand Moff, moi, avec les Spears, moi depuis le début je dis Cad Bane, y a beaucoup de monde qui dit Boba Fett. Moi, je trouve que Cad Bane aurait beaucoup plus de logique à ce qu'on voit. En tout cas, puis ça pourrait peut-être être une des surprises qu'on pourrait voir aussi dans la saison 2. Sait-on jamais. Parce que ça non plus, il n'y a pas eu de déroulement de plus par rapport à ce qu'on a vu, la Cap, les Spears. Moi, en tout cas, tout le monde mentionnait Boba Fett. C'est que moi, à mon avis, Boba Fett est trop gros pour qu'on voie dans cette série-là. Cad Bane aurait beaucoup plus de sens, surtout que là, on voit le Darksaber, toutes des créations de Filoni. On pourrait même voir Tron. Ça aurait même la logique à voir ce personnage-là dans... On verra. Ouais, c'est ça. Reste à voir qu'est-ce qui est arrivé avec Ezra. Là. Ça, pour l'instant, c'est dans les mains de Filoni. Mais, tu sais, Filoni est très, très impliqué quand même. Même si c'est le show à Jon Favreau, Filoni est coproducteur, là. Donc, Space Trash Show mentionne l'astrobette avec les longues pattes. Je sais pas, on n'a même pas parlé dans l'épisode. Moi, j'ai vraiment été bête quand j'ai vu cette scène-là. Vous avez-vous été... Ben, on en avait déjà vu. Je sais plus si c'est dans Rebels ou dans The Clone Wars, un astromécano modifié. Ben, pas exactement pareil, mais modifié avec des membres comme ça, là. Ou c'est peut-être même dans des comics, là, peut-être je me mélange. Mais clairement pas en réel de même. Là. Mais moi, j'ai pas été surpris, j'ai juste trouvé ça cool de le voir. Ouais, très mais cool. Ouais, des astromecs modifiés comme ça, je me souviens avoir déjà vu ça quelque part. Peut-être quelqu'un dans le chat là, pour me retrouver c'était où. En tout cas, pour revenir sur cette scène, là, il y a vraiment de l'émotion au sacrifice de IG-11. Très clairement, on nous fait ressentir, comme tu disais, Malgus, de l'amour pour les droïdes. Ça marche très très bien. Et même tu le vois dans même le Mando le dit, et même il cache, et l'IG-11 dit non, je le sais parce que je suis une infirmière. Écoute tout ce côté-là, puis là en tout cas continue, mais c'est moi je pleurais. Cette bout-là. Là. Ah non, mais moi aussi, j'ai été assez ému. J'ai pas pleuré, mais j'ai été assez ému. Et la scène est très belle aussi quand IG-11 avance dans la lave tout seul. Il y a vraiment quelque chose d'héroïque dans ce plan. Moi, je l'aurais vu fondre... Je l'aurais vu fondre plus vite quand même. Je comprends pas que le métal dans la lave, il est pas fondu quoi. Ça, c'est... Non. Mais sinon, il n'arrivait pas. Oui, non mais exactement. Moi, scénario. Il faut passer au scénario. Mais non seulement ils font pas, mais la rivière est pas profonde. Hein, tu te dis justement une chance ça y arrive en dessous des genoux. Là, parce que je sais pas, là, ça aurait très bien pu être beaucoup plus profond. Et un autre truc, c'est que le mec il est obligé de se suicider. Pourquoi ils ont pas enlevé le détonateur thermique puis qu'ils l'ont balancé dans un coin? Et autre question, ils disent on va jamais y arriver, ils sont trop nombreux. Moi j'ai l'impression qu'ils sont moins nombreux qu'en ville quand IG-88 les a flingués à lui tout seul. Donc là, oui, sauf qu'ils ils sont de... Alors toi, la stratégie militaire, on te fait passer la première porte. Hein, la stratégie tu passes en premier. Vas-y. Ils sont 5 de chaque côté d'une porte où les mecs ne peuvent que passer en avançant. Tu fais comment? Un feu croisé, ça te dit quelque chose? Parce que c'est ça qu'ils vont se prendre dans la gueule. Et balancer le détonateur thermique, tu l'enlèves du truc et puis tu le balances. Bah oui, mais comment tu le retires? Qui te dit que tu peux le retirer? Comment tu fais pour le lancer à plus de 5 mètres? Comment tu fais pour qu'il explose en l'air? Bon, dans ce cas-là, je valide. Est-ce que t'as la même chose aussi pour pourquoi ils font pas dans la lave? Mais de toute façon, Tom, le IG-11 t'aurait jamais laissé enlever la bombe. Puis le côté qui se sacrifie et le côté, tant qu'à moi, pour le scénario, pour démontrer l'attachement au personnage. Et pour la lave... Un peu comme K2SO se sacrifie à la fin de Rogue One. Et pour la lave, c'est pas si chaud. Hein. Ouais, la lave, c'est pas chaud, c'est pas liquide, c'est extrêmement visqueux. Il y a plein de matériaux qui résistent à la lave. Là, t'as une lave réaliste, contrairement à ce que tu vois sur Mustafar, où
t'as des cascades de lave, c'est liquide et tout le bordel. Là, c'est de la lave beaucoup plus réaliste que ce qu'on a vu. Alors, avant. il nous aurait menti dans Le Seigneur des Anneaux. Là, tu compares deux laves, Tom. C'est pas les mêmes laves. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Alors, je t'explique, Tom. À 100, 200 degrés, toi, tu résistes pas bien. Mais un bout de métal, ça reste pas trop mal. Tu vois, par exemple, tu fais ta casserole d'eau avec tes pâtes dedans. À 100 degrés, ta casserole, elle a zéro problème. Si tu commences à mettre ta main dedans, je pense que tu vas pas aimer. Donc Vador, sur Mustafar, il peut se faire des pâtes dans son château. C'est ça. C'est exactement ça. Par contre, lui, il a essayé de prendre un bain et il est lui un peu trop chaud. Ah oui. Écoute, et sinon, si sur après ça, on tombe dans le vol vers le TIE Fighter, comment vous avez trouvé la séquence? Ah ouais, on en a pas parlé. Les Jawas! C'est excellent. Et le... ouais, vas-y. L'utilisation du jetpack. Du jetpack, on dit enfin. Par je contre, me suis demandé après, s'il allait pas mettre sa cape en feu en fait avec un jetpack. La cape en feu. Ah oui. T'imagines qu'il prenne feu sa cape un petit peu. Il tombe dans la lave. Ah. Mm-hmm. Non. Mais depuis le début de la série, je me disais s'il veut un jetpack, faut qu'il enlève sa cape. Finalement, il l'a pas enlevé. Je suis triste. Sa cape est inifusée, Francis. Ah, c'est inifeux, elle est en amiante, c'est ça. Inifugée, fait que ouais. Je trouve ça dommage qu'il se soit pas un peu raté, puisque la forgeronne lui dit il faut bien que tu t'entraînes. On comprend que ça fait bien 15 ans qu'il en a pas fait. Ça aurait été assez drôle que il se foire un petit peu à l'atterrissage. Mm-hmm. Mais il se foire quand même sur le fait de poser des bombes. Ça, j'ai trouvé ça... Oui. Justement, je trouve que la série a ce mérite-là de pas tomber dans le super-héros. Donc, il se fait tout le temps battre par du monde, il se fait tirer dessus amplement. Ben oui, ça, c'est cool. Donc, et tu vois, il arrive... Ça, d'ailleurs, la séquence là où il attrape le taille avec son câble, puis dans le fond, il se traque là, jusqu'au taille. C'est vraiment super beau, puis on le voit arriver depuis l'intérieur du cockpit. Là. Mais c'est ça, il essaye de tirer sur le cockpit, et on voit que c'est par balle, on va dire, ou par blaster. Mais tu vois que tout n'est pas automatique, tout n'est pas du connu. Il pensait qu'il serait capable de tirer dans le cockpit, ça marche pas. Il essaye de poser une bombe, il l'échappe. Ça, je trouve, c'est un petit plus à la série là, que on n'est pas dans un des premiers films Marvel où tout arrive trop facilement. Ça aide au développement justement du personnage. Et depuis le début, il se fait aider de plein de façons. Il réussit pas toujours du premier coup ce qu'il entreprend. Ce que moi, à mon avis, amène un super gros plus au développement du personnage. Que quand il réussit, finalement, c'est encore plus grandiose. Et puis, comme tu dis, Francis, puis on s'entend, là, s'attacher après un TIE Fighter, t'as bien beau être un Bounty Hunter, t'as bien beau être un Sith, ça reste, c'est pas évident, là, ça va vite, cette bidule-là. Là. Et ça fait aussi une référence à l'épisode 8 de Yoda qui disait le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Et c'est vrai que dans chaque épisode, quasiment, il a des échecs, et on sent qu'il s'améliore et on s'y attache du coup. Parce que s'il réussissait tout le temps, on s'y attacherait beaucoup moins. Et d'ailleurs, le moment où il chope le jetpack, il lui dit t'en as jamais fait au début, ça va carapater un peu. Et c'est vrai que dès le départ, ça sent un peu le fait le jetpack, et je trouvais que c'était vachement bien ça. Plutôt que Rey direct qui maîtrise la force. Là, on pourra rien dire que voilà, le gars, c'était pas un surdoué quoi. Et tout à fait. En fait, c'est quand il retombe qu'on voit là que il finit par atterrir correct là, mais c'est le moment où on voit qu'il y a une petite panique là de voyons, ça veut pas s'allumer. J'ai une anecdote sur le jetpack. Je sais pas si vous voyez, mais quand elle lui a filé le jetpack, moi les dernières fois, enfin le jetpack qu'on a toujours, c'est les figurines. Mon fils il a des figurines Hasbro, et en fait sur le jetpack il y a au bout du jetpack il y a un trou pour mettre dans le dos du Mandalorien. Et quand il lui a donné tout plat, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit
Et il est où le truc pour lui mettre dans le dos? Ouais. Il est où le piquant pour mettre dans le trou? Et je me dis, il est tout plat. Et après, je me dis, mais oui, t'es con, c'est une figurine. Et si tu veux, il y avait... Ah ben écoute, les sideshows, Tom, ça marche avec des aimants. Fait que il y a de fortes chances que lui, il est plus à l'ère des Hasbro, il est plus à l'ère des sideshows. C'était marrant. Et par contre, moi, quand on l'a regardé, il y avait mon gamin, quand il lui dit, ah, j'ai quelque chose pour toi. Mon fils direct, il a fait, ouais, il va avoir le jetpack, Parce que depuis le début, il me dit pourquoi il a pas le jetpack. Et chaque épisode, il attendait qu'il l'ait. Et là, c'est vrai que quand il l'a eu, c'était un peu la consécration. Et on sent que Mando, il se construit d'épisode en épisode. Et là, enfin, c'est la fameuse consécration. C'est la médaille, quoi, en gros, pour le Mandalorien d'avoir enfin son jetpack. Je pense que la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est la forgeronne, la façon dont elle se débarrasse des Stormtroopers. Un coup de marteau. Et je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y en a un elle lui explose le casque à coup de marteau. Et l'impact, il ressemble avec le bout de la mâchoire qui est pété. Ça me fait penser à la couverture de Death Trooper. Ouais, pareil. Oui, moi aussi, ça m'a fait la même parenthèse. Même chose. Mais j'adore cette scène. Là, ça, et le Stormtrooper envoyé dans la forge. Et je sais pas si t'as remarqué à quelle vitesse ils font le Stormtrooper dans un machin. Non, on le voit comme disparaître. En une seconde, il est brûlé. J'imagine même pas la chaleur de la forge. Ah bah c'est des flammes bleues, donc... Ben oui, ça fond du Beskar, fait que veut pas... Faut pas toucher. Faut pas toucher, ouais. C'est ça, c'est très très chaud. Elle m'éclate 2 casques, me semble. Moi, j'ai adoré cette scène de bataille-là. La façon qu'elle attendait, tu voyais vraiment que... puis d'ailleurs, tous ces dictons, elle représente un peu l'esprit sage de ce qu'il y a de plus vieux d'ancestraux des Mandaloriens, en tout cas jusqu'à maintenant que lui a contact avec. Puis la façon qu'elle attendait avec ses 2 marteaux, c'était vraiment... puis tu sais, elle a pas dit un mot, là. Elle a pas dit un mot. Elle a que répondu avec ses outils, et puis ça a été violent. En tout cas, pour se débarrasser des corps après, ça a pas l'air d'être non, c'est pas un problème. Sinon, on n'a pas parlé non plus là, de la fin. Moi, j'imagine que tout le monde s'est fait la même réflexion. Ils vont aller voir s'il est bel et bien mort, mais non. Ça lui traverse pas l'esprit d'aller voir si le Moff Gideon est encore vivant. Ouais. On n'a même pas eu d'explosion quand le taille s'est craché. Par contre, moi j'étais super déçu. Je pensais que Quill il était pas vraiment mort et que en fait à la fin on allait dire mais non il est encore là, il reste dans la bande. Et qu'en fait quand on regarde bien sur les 5 personnages qui ont constitué à un moment le groupe, les seuls qui restent c'est Cara Dune et le chef de la guilde, et c'est les 2 personnages que j'aimais le moins. J'aurais préféré voir mourir les 2 là et garder Quill et IG-11. Non mais... Tu peux pas choisir. D'accord avec toi, Tom, mais en fait, c'est ce qui fait un bon scénario, comme j'avais mentionné je pense que c'est durant le teaser, un des bandes annonces de Rise of the Skywalker. Je disais à Loïc, souvent quand c'est triste, c'est bien, puis ça... Et moi, en tout cas, le fait que Quill décède, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'aurais préféré les 2 autres, 1000 fois. Mais le fait que ça soit Quill fait qu'il y a une note triste à la fin de la série. Ouais, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être pouvoir être réutilisés, les 2 survivants, alors que je les trouve nuls comme perso. Mais vraiment nuls, les 2 là. Mais moi, en fait, l'acteur de Rocky, là, il me fait rire, là, parce que je sais pas si c'est dans le jeu. Moi, je pense que c'est dans le jeu, parce qu'on s'entend, là, lui, à part de Rocky, il y a pas... à ce que je cherche, il a pas fait de... C'est pas... On s'entend, c'est pas un acteur qui a gagné 1001 Oscars. Par rapport à la direction, il me fait rire des fois avec ses commentaires. On dirait des fois, il fait vraiment un peu comme le vendeur de char, là, qui... Tu sais, il sait déjà, il dit « Je sais comment tu penses, moi. Je sais comment que t'es supposé d'être. » Là, l'autre lui dit finalement « Ben non, c'est pas ça. » Ah ouais, t'as raison. On dirait que c'est un bullshitter professionnel. Oui, c'est comme... Puis un peu comme Tom dit, c'est non seulement que son personnage, et tu dis, c'est bizarre qu'il est encore là, finalement, parce que tu le vois que le Mandalorien, on le voit qu'avec ses valeurs, il évolue, puis là, lui, tu le vois, comme tu viens de dire, c'est un bullshitter.
Là, il offre au Mando de revenir dans la guilde. Cara Dune a l'air de joindre la guilde. Fait que moi, je me suis fait la réflexion que, justement, pour la saison 2, c'était peut-être pour garder un élément chasseur de primes. Ouais, c'est sûr. Côté scénario, là. C'est ça, parce que là, dans les derniers épisodes, il était en fuite, on va dire, là, par rapport à la guilde. Donc, il y a cet aspect-là. Et je vous confirme aussi que Cara Dune est dans la saison 2 parce qu'elle elle a été annoncée. OK. Comme l'actrice, là, je parle. Donc, c'est dommage pour Thomas, là, mais on va la revoir. moi, c'est pas dommage pour moi parce que... à l'œil, en tout cas, oui, j'aime beaucoup la voir. Écoute, elle est belle comme femme, mais côté actrice, moi, je trouve il y a une amélioration à mesure qu'on la voit dans les épisodes. Le premier, j'ai fait... il y avait... c'était même un petit peu malaisant, la rencontre, là, j'ai trouvé. Mais écoute, il y a peut-être chance à ce qu'elle s'améliore. Mais côté personnage, exactement comme Tom disait, moi, Quills était beaucoup plus intéressant. Même, je me rappelle l'épisode que le Mandalorien lui offre de venir dans un équipage qu'il refuse. J'avais trouvé ça humble de sa part. Et l'épisode qui revient le chercher, j'étais comme yes, il vient. Puis là, qu'il meurt, tu sais, c'est... Moi, ça me déchire le cœur. Vraiment, Quills a vraiment été mon gros coup de cœur de la saison 1, là. Même, je te dirais, oui, Baby Yoda, il est cute, là. Mais côté personnage, là, vraiment, tu sais, il a l'air même à connaître, tu sais, les Mandaloriens, là, dans les premiers épisodes, là, quand ils tentent de rider, l'autre espèce de créature, il cite, voyons, les Mandaloriens, vous êtes réputés pour être capable de apprivoiser, puis là j'ai oublié encore le nom de la créature, mais il fait référence à la créature qu'on voit dans le Holiday Special, que le Mandalorian, que Boba Fett arrive dessus, là, cette espèce de... Les Mandaloriens, c'est connu, là, ils sont réputés... Tu sais, il y a comme un... leur emblème, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est le fait que lui en connaisse autant sur les Mandaloriens m'a vraiment fait accrocher au personnage, mais en tout cas... Mais en même temps, il faut que, dans n'importe quel scénario, il faut que, aux 3/4... un personnage que le public s'est attaché meurt. Ben oui, et Star Wars est réputé pour ça d'ailleurs, ils le font très bien. Mais tu sais, je pense pas que IG-11 était assez élevé en termes d'émotion, je pense que... Mais quand même, IG-11 et Quills, les deux ensemble, ça fait... Mais sinon, moi, j'étais très intéressé de connaître vos réactions sur le sabre noir. Moi, je sais que ça a été vraiment ma grosse surprise, là... Et bon, évidemment, dès qu'on voit là, un petit point de couleur apparaître sur l'épave du taille, on s'en doute. Moi, je pensais qu'il allait sortir par le cockpit bien normalement, là, mais dès qu'on a vu là, qu'il perçait le taille avec quelque chose, je me suis dit non, sérieusement, on va voir le sabre noir en vrai. Et j'ai pas été déçu. Moi, je sais qu'il y en a qui ont trouvé que c'était encore de la récupération des séries passées. Pas du tout. Moi, au contraire, ça fait mon bonheur. Je me demandais comment vous aviez trouvé ça. La lame est super moche. Je trouve ça bizarre, le monde qui dit ça, récupération de... Je veux dire, quand on parle dans une mythologie, quand t'écris une histoire... Oui, il y a des aspects... Je veux dire, dans une mythologie, je veux dire, il y a des trucs qui peuvent revenir, surtout des aspects hyper symboliques comme puis dans Star Wars, il y a plein... il y a plein d'aspects hyper symboliques qui disparaissent, qui reviennent dans la lignée... Tu sais, la lignée du temps est énorme, là. Je veux dire, ce qu'on voit, en ce moment, on est concentré sur à peine 100 ans, là. Je veux dire, même pas, là, dans la Skywalker... Tu sais, fait que je veux dire, il y a des trucs qui peuvent... moi, j'ai trouvé ça... Puis justement, un peu comme je mentionnais au début, l'obstacle, comme je disais, par rapport au scénario, il vient d'arriver, là. Tu sais, moi, la façon dont je le... en tout cas, le Baby Yoda, le fil de l'histoire, et là, l'obstacle étant Moff Gideon, mais en plus avec le Darksaber, qui automatiquement fait un lien avec notre personnage principal, puis nous ramène le Darksaber... Moi, c'est ça, j'avais pas de souvenir que c'était... Oui, exactement. Évidemment, c'était avec Sabine, tout... mais je me rappelais plus exactement là, comment... je me disais, c'est quand la dernière fois qu'on a vu le Darksaber...
Mais le fait que ça ramène ça au Mandalorien, écoute, c'est toute logique et en toute suite de ce que Filoni a un peu... puis là, maintenant, partageant son projet avec Favreau, c'est vraiment dans une bonne suite des... Puis les fans, sont vraiment... Ben moi, je suis juste déçu qu'on l'ait pas vu techniquement de plus proche. T'sais, on le voit quand même de loin, là. Mais le peu qu'on en a vu, je trouve que ça avait de l'air quand même de très bien fitter avec ce qu'on avait vu dans The Clone Wars puis dans Rebels. Tu veux dire l'image du Darksaber tel quel? Ouais, le props, là, pis tu sais, le CGI, là. Ah ben, parce que tu sais, en termes d'animation, on s'entend qu'il c'est la première fois qu'on le voit en vrai, là. Ouais, c'est ça, c'était très différent d'un sabre laser traditionnel. Oui, là, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire du Darksaber, c'est un lightsaber que un Mandalorien, pour accéder au Conseil des Jedi, tout à fait, vraiment légendaire à la coutume mandalorienne de faire leur propre chose de leur façon, ben lui, il a décidé de faire son lightsaber, qui est là la naissance du Darksaber, qui est vraiment un sabre unique en son genre. Mais comme tu dis, là, toi, t'as-tu aimé le visuel? Moi, j'ai bien aimé. Sylvain avait l'air de dire que non. Non? Non, moi, je trouve que non, je trouve que la lame, elle est dégueulasse, elle fait détacher, elle est pas belle, je trouve pas qu'elle soit belle du tout, alors que dans la série animée, je la trouve cool, je trouve que l'effet justement que ce soit un cœur noir avec un halo blanc-gris, je le trouve très bien fait, très différent de ce qu'on connaît. Et là, je trouve que ça fait juste mauvais effets spéciaux de fanfiction. Ah, pourtant, j'ai pas marqué à ce point-là, mais j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même pas mal à surtout la petite lignée blanche là qu'on voit au plein centre, là, un peu saccadée, là, qui un peu comme une lignée de moi, j'espère juste qu'on va le revoir en mieux. Y a-tu quelqu'un qui a une photo? On va avoir l'occasion de le voir mieux que ça. Y a pas personne qui a une photo sur le chat? Céline, Tom? Oui, ben moi comme je disais, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça veut dire tout simplement que la purge a dû se passer après les événements de Rebels, et donc je trouve que dans ce cas-là, ça a totalement sa cohérence d'apparaître là, que ce soit la personne qui ait mené la purge qui obtiennent le sabre noir. Donc je trouve que c'est pas du tout forcer le trait d'avoir rajouté cet accessoire dans cet épisode. Et puis je suis très contente qu'il ait ramené dans un média de grande écoute. Et donc au final, le Mandalorien se retrouve à être officiellement papa de bébé Yoda jusqu'à ce qu'il lui trouve son foyer. Oui. Ben, ça ouvre beaucoup de portes, en tout cas, pour la saison 2. Ben, en fait, moi, j'ai trouvé ça super cool, cette petite mention-là. D'ailleurs, Céline, c'est cool, on dirait qu'on a oublié, on est toutes fous énervés, puis on dirait qu'on oublie des trucs. La mention du, justement, de elle qui fabrique les armures, elle mentionne par rapport au clan. Donc, elle lui dit, maintenant, tu vas être un clan de 2. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on apprend... Moi, comme je disais au début, j'ai tout le temps pensé que les Mandaloriens étaient une race. Puis là, je sais que les clans ont toujours été forte mention, un peu comme Tom disait au début par rapport à tout ce que le Death Watch essayait de récupérer, mais les clans ont toujours été mentionnés dans l'histoire des Mandaloriens. Donc, le fait que maintenant qu'ils soient, comme tu dis, Céline, le parent ou le père ou enfin bref, le clan de 2 avec Baby Yoda. Ouais, puis c'est ça, tu sais, elle dit un clan de 2, est-ce que ça implique que justement le bébé Yoda est considéré Mandalorien, même s'il n'y a pas l'entraînement, en tout cas. Ça laisse, moi je trouve que ils ont laissé assez de portes ouvertes pour la saison 2 pour qu'on soit dans le néant, qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Fait que moi, ça fait bien mon affaire.
comme je disais tantôt, j'ai plus l'impression qu'il va partir à la recherche de Jedi et non à la recherche de la planète d'origine, mettons, ou de la race là, de bébé Yoda. Mais ça, on va voir. De toute façon, on va probablement faire une émission recap là, de toute la série Mandalorian. On aura l'occasion de s'en reparler. Ouais, ça fait partie des choses que j'ai appréciées, là, des agréables surprises de cet épisode-là. Je l'avais pas vu. Toi et Céline, vous dites que qu'il courait après qu'elle lui a dit de le ramener au Jedi. Moi, tu vois, je l'ai vraiment perçu en tant que sa race, là, qui est pas nommée encore, là, mais c'est intéressant. C'est plus, en fait, c'est l'interprétation de leur conversation, parce que, évidemment, là aussi, on a la traduction qui joue, peut-être, là. Mais elle parle de son peuple, alors que depuis 2-3 lignes de dialogue, il parlait des Jedi comme d'un peuple, et là, il disait c'est un ennemi, c'est les ennemis des Mandaloriens, c'est un ennemi. Mais c'est intéressant que vous l'amenez comme ça, parce que je l'avais vraiment pas vu. Mais parce qu'en théorie, là, en ce moment, les seuls Jedi qu'il y a, c'est Luke et Leia. Mais ça, ils savent pas nécessairement non plus. Là, non, je sais, mais... Ils même pas c'est quoi la force. Fait que... Mais on verra bien, hein, peut-être qu'ils vont tomber sur Luke. Alors, moi, je voulais justement faire une petite référence, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand mon micro s'était déconnecté, on avait Fab Dums qui nous avait dit que à la fin, il y avait une filonnade, et bon, je pense que c'est du sabre noir dont il parlait, et c'est vrai que dans un sens, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai pensé à lui, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il craque, il replace ses trucs. Mais en même temps, comme a dit Malgus, ça a en même temps... du sens, puisque comme on est dans un univers ouvert, il faut qu'il y ait une cohérence et une cohésion. Et comme on le disait tout à l'heure, finalement, ce sabre noir peut devenir l'enjeu de la bataille entre ce Gideon et puis le Mandalorien. Ben oui, écoute, on traîne des affaires depuis le début, ne serait-ce que le lightsaber de Anakin qui a tombé dans les mains d'Obi-Wan, que là, Luke... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on pourrait ramener... Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est ça qui fait une bonne histoire. C'est quand tu vas venir à t'attacher à certains objets, puis ces objets-là vont revenir à travers le temps. Lord of the Rings le fait très bien aussi. Là, dans le même optique de raconter une histoire, il y a des objets, des trucs qui vont revenir, que pour le lecteur, pour les auditeurs, auditrices, tu sais, t'écoutes, tu fais... Ah oui, là tu fais le lien avec ce que tu as déjà lu. Moi, personnellement, je trouve que c'est... Puis justement, ça va être intéressant de voir, sans vouloir faire non plus de spoiler avec Rise of the Skywalker, plus en plus, Star Wars fait des liens avec sautes de séries, cinéma, livres, jeux. Le cross-média. Exactement. Puis ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, pour ceux, les fans moins puristes qui vont avoir moins écouté toute la série de tout, ça devient un peu compliqué à suivre. Mais en même temps, j'ai le goût de leur dire, ben tant pis pour eux. Je veux dire, Ça donne l'impression d'être dans un vrai univers qui existe. Ben oui. C'est comme quand toi tu vas lire, tu fais de l'histoire, tu vas lire un bouquin d'histoire, et puis tu vas voir tes trucs. Ah oui, mais alors ça c'est en lien avec ça. Sinon, il y a des choses qui reviennent. S'il y a pas de continuité, en fait, effectivement, c'est que t'es juste des mecs qui se font des délires à droite à gauche, quoi. Alors que là, t'as l'impression que ça existe. Mais je trouve que d'ailleurs, c'est pour le moment ce qui avait un peu manqué dans les livres, c'est que des fois il y avait des livres un petit peu. On avait l'impression que ça nous donnait pas de lien vers d'autres choses. C'était un peu standalone. Et là, on commence quand même à avoir un peu plus d'efforts. On a Solo qui parle de Darth Maul par rapport à la série Clone Wars. On a des liens entre The Mandalorian et The Clone Wars et Rebels. Et Rogue One aussi, tu sais, beaucoup d'éléments de Rogue One qui, à quelque part, pouvaient pas être dans la trilogie originale, mais qui sont justement intégrés dans Rebels, dans les comics, dans les livres, et là maintenant dans Mandalorian. Je vous propose qu'on conclue là-dessus. Ben oui! Donc ceci conclut notre édition Star Wars en direct série. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur les sujets que nous venons de discuter, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou laisser votre message sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Les prochaines émissions,
c'est le live sur l'épisode 9. Ce sera le samedi 4 janvier à 14h, heure de Québec, 20h, heure de France. On va essayer de faire la participation du public sur Discord et ce sera surtout la dernière participation en ondes de Danny, le fondateur de Star Wars en direct, donc soyez nombreux à nous accompagner. Pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que participer à nos enregistrements live, pour ceux qui sont dans le chat, vous connaissez, il faut rejoindre le serveur Discord et puis vous pouvez aussi faire de la pub sur vous en portant des super t-shirts SWD qui sont disponibles sur starwars.direct/boutique. Au niveau des plateformes disponibles, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast. Bon, en bref, vous pouvez nous trouver partout. On remercie nos partenaires Mindinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Klim, le Space Trash Show. De la part de Francis, Tom, Sylvain, Magus et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.